On va s'intéresser à la menace terroriste d'extrême droite. Est-ce qu'elle est sous-estimée? Peut-être ça va être un peu ça aussi la question qui va un peu guider nos réflexions, parce qu'on n'en entend pas toujours beaucoup parler dans les médias. Et puis finalement, quand on regarde d'un peu plus près, on voit des affaires comme celle du procès d'IAFO avec 16 personnes qui comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes. Ils voulaient éliminer, on aura l'occasion de s'y pencher plus en profondeur, des imams qu'ils jugeaient radicalisés. Ils voulaient aussi, par exemple, attaquer le rappeur Medine ou encore empoisonner de la nourriture halal. Il y a aussi eu l'attentat raciste de Puget-sur-Argent le 31 mai dernier. On voit que leur idéologie et leur haine raciste, finalement, peut conduire à parfois une folie meurtrière qui nous rappelle des événements aussi passés tristement célèbres d'il y a quelques années. On va voir donc quels sont leurs points communs, ce qui les sépare et aussi comment ils sont influencés. Et pour commencer à y répondre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, là, ce procès AFO? Alors, le procès AFO, c'est effectivement une cellule, un groupe terroriste qui a été démantelé et des gens présumés terroristes, en tout cas, ils n'ont pas encore été condamnés, qui comparaissent donc depuis le 10 juin jusqu'au 2 juillet. Il a cette particularité, donc ces gens, ont été arrêtés en 2018. Il y a eu 5 ou 6 vagues d'interpellations successives, parce que c'est un groupe qui est très nombreux, qui est réparti sur toute la France, et qui avait notamment sa cellule en Île-de-France, le groupe Île-de-France, qui avait été infiltré par la DGSI, ça a été décidé par un juge d'instruction, après que le renseignement ait reçu déjà un renseignement d'alerte qui est allé voir la justice. Un juge d'instruction a été nommé, une juge d'instruction, a été nommée, a décidé qu'effectivement c'était inquiétant, qu'il se passait quelque chose, et a été mis en place une procédure qui est quand même assez exceptionnelle, assez rare en France, qui est très encadrée par la loi, c'était celle de l'infiltration. Et donc, il y a dans ce dossier qu'on a pu consulter, nous Libération, Maxime et moi, il y a dans ce dossier les rapports de cet agent infiltré. Pour vous donner un exemple, après on reviendra sur le profil, etc., mais cet agent, donc, il s'est fait appeler Jacques, qui est un policier de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Dès le premier rendez-vous qui lui a été donné dans un bar à Paris, dans l'hypercentre de Paris, il se retrouve avec les 2 chefs de la cellule Île-de-France, alors déjà qui n'apparaissent pas sous leur vrai nom, qui sont appelés Souvigny et Achille, et qui lui exposent immédiatement le projet du groupe qui est effectivement en cas de réponse, dans le cadre d'une réponse, eux le théorisent comme ça, à un attentat djihadiste majeur. Après, l'enquête montrera que c'est encore un peu plus compliqué que ça, mais il les présente comme ça. L'objectif, c'est de tuer 150 à 200 imams en réponse. Non pas juste pour, entre guillemets, remettre les compteurs à zéro, et ça aussi, il le verbalise et il lui présente. L'objectif, c'est en fait de faire basculer la peur de la mort dans le camp adverse, parce que eux définissent comme ça. Et en fait, surtout, dans l'espoir de déclencher des représailles, une riposte, de nouveau, un cercle du coup, qui devient incontrôlé, et au point que, il l'espère, en tout cas, il le théorise, l'opinion, le peuple français, les gens qui habitent dans ce pays et le pouvoir politique seraient obligés, disent-ils, de prendre position. Donc c'est en quelque sorte convaincre par la terreur. C'est tout à fait ça. Et en fait, c'est pas une doctrine qu'ils ont inventée eux-mêmes, c'est une doctrine qu'en fait on appelle l'accélérationnisme, qui est à la base en fait une doctrine qui est théorisée par la gauche américaine, qui veut que comme le système capitaliste est à bout de souffle, pour provoquer sa chute, il faut produire plus de capitalisme. L'extrême droite, notamment nord-américaine, va s'en emparer sur un tout autre sujet que la doctrine économique en place, sur celle en fait de la société multiraciale. Pour eux, la société multiraciale est également à bout de course et il faut absolument provoquer sa chute en produisant des attentats contre des personnes racisées qui pourraient elles-mêmes entraîner une réponse qu'ils fantasment par des groupes qui sont opposés à eux et provoquer ainsi ce qu'eux appellent la Racial Holy War, la guerre sainte raciale, qui doit aboutir à la création d'un ethno-État blanc, autoritaire et fasciste à la fin de ces combats qui opposeront en fait deux clans ethniques. Et cette doctrine, elle apparaît notamment aux États-Unis, mais elle infuse aussi particulièrement en France à partir des années 2017-2018. Et c'est pas étonnant qu'on retrouve chez AFO, qui n'utilise pas effectivement le terme accélérationniste, mais qui reprennent en fait tous les codes de cette doctrine néo-nazie. Moi, ce qui me marque aussi quand je vous entends, et c'est un truc, moi, très personnellement, j'ai mis du temps à le comprendre aussi, c'est qu'il y a quand même, quand on voit ces préparations-là, et quand on voit parfois aussi des passages à l'acte, il y a une politisation hyper importante, finalement, de ceux qui passent à l'acte. Enfin, là, on le comprend, derrière, il y a toute une
théorie politique mise en place, il y a toute une idéologie qui est hyper importante. Et pourtant, quand on s'intéresse aussi là, notamment au procès AFO, et quand on entend parler ces personnes, on a l'impression qu'elles essayent un petit peu de rejeter ce truc-là, de pas forcément assumer qu'en fait, il y a une vraie théorie politique derrière et un vrai projet de société finalement en fait dans leurs idées quoi. Bien sûr, le principe du terrorisme tel qu'il est défini, hein, c'est quand même effectivement d'imposer la terreur, mais avec un objectif politique, avec un objectif de société derrière. L'attentat n'est pas une fin en soi, mais est un outil politique utilisé par ces gens. À partir de ce moment-là, quand on les écoute, quand on les voit, ça correspond à ce que définissent les services de renseignement, mais de longue date. Quand on travaille sur ces thématiques-là, on voit la DGSI, par exemple, de tout temps, enfin en tout cas ça fait très longtemps en France qu'elle alerte sur l'impact, notamment par exemple de la fachosphère. Il y avait le procès Waffencraft qui est une autre... Si tu peux préciser un peu ce que ça... L'écosystème d'extrême droite en ligne, politique à des fins de propagande. C'est pas juste créateur de contenu. Exactement, c'est pas juste un commentaire raciste d'un internaute lambda raciste sur un Facebook raciste. Là, ce sont des sites, des organisations, des influenceurs, des médias, etc., qui construisent et qui pensent le fait d'avoir une action politique et de répandre une propagande. Et donc cette fachosphère, elle a un impact, par exemple, donc au procès Waffencraft, c'était en appel l'année dernière. Donc il y a une autre affaire de terrorisme d'extrême droite, d'association de malfaiteurs terroristes d'extrême droite. On a pas mal entendu parler, notamment parce que le principal accusé, Alexandre Gillet, qui prend 19 ans en appel, hein, c'est une peine extrêmement lourde. Déjà, c'est un procès qui se passe aux assises. C'est le premier depuis un certain temps en France sur ce sujet. Pardon. Et Waffencraft, donc il y a une présentation qui est venue faire de l'état de la menace par un commissaire de la DGSI. Et simplement Waffencraft qui projetait de faire quel genre la même chose, hein, s'en prendre dans la communauté musulmane, avec toujours cette... alors, verbalisé ou non... certains plus que d'autres, eux, ils sont que, entre guillemets, 6, je crois, dont un mineur, donc plus que 5 à la barre. Le mineur a été jugé séparément. Ils sont impliqués à des degrés divers, ils sont déterminés à des degrés divers, ils ont des faits matériels qui leur sont reprochés à des degrés divers, comme toujours dans un groupe, quel qu'il soit, hein, terroriste ou non d'ailleurs. Mais bref, pendant ce procès d'assises qui était vraiment passionnant, et pour le coup, Libé, on était tout seul à l'intérieur de la salle, en tant que presse, hein, il y a eu une présentation qui a été faite, ça a été demandé, a priori par le tribunal, donc une cour spécialement composée de juges professionnels à la DGSI, donc à la fois, parce que c'est pas eux qui ont mené l'enquête, hein, ce sont des gendarmes, même s'ils ont supervisé et aidé, etc., mais a été demandé d'avoir une photo, une idée de qu'est-ce qu'était le terrorisme d'extrême droite. Et donc, il y a un commissaire, un haut gradé de la sécurité intérieure qui est venu. Alors d'ailleurs, c'était assez spécial parce qu'en fait, il n'est pas vraiment venu, il a été interrogé en visio et la caméra filmait une porte elle-même floue. Par souci de préserver la sécurité de cet agent. Il est venu dresser l'état de la menace, il nous donne des chiffres, on y reviendra, j'en doute pas, mais aussi, il parle de lui-même du toboggan. Ce que nous, on a appelé un toboggan, c'est-à-dire, en fait, le chemin de radicalisation qui a été identifié par les services de sécurité comme étant un point commun à tous ceux qui se retrouvent à cette étape ultime, c'est-à-dire sur le point du passage à l'acte, en tout cas soupçonné d'être sur un point de passage à l'acte, parce que jusqu'à Puget, en France, au XXIe siècle, il n'y a pas eu d'attentat terroriste d'extrême droite, en tout cas qualifié comme tel. Alors pardon, non, je suis en train de vous dire une bêtise, parce qu'il y a eu Maxime Brunerie, qu'il y a eu Logan Nissin, bref. On y reviendra aussi, mais en tout cas, c'était une rareté, et voilà. Ils nous disent qu'il y a cette entrée dans le discours raciste, cette entrée dans une radicalisation qui se fait à travers les sites de la fachosphère qui sont peut-être les plus connus. On va peut-être pas donner des noms parce qu'on va pas perdre les gens, mais on parle de gens de canaux qui peuvent avoir jusqu'à 1 million d'abonnés, par exemple, sur YouTube. On va parler de sites internet qui existent depuis des décennies, qui peuvent avoir plusieurs millions de visites par mois, qui ont un impact parce qu'ils sont extrêmement relayés, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est une première entrée parce que dans un discours qui désigne le musulman, bien souvent, c'est le marqueur type aujourd'hui de la mouvance, comme l'ennemi,
comme l'adversaire, qui explique qu'il est dangereux, qui explique qu'il vient nous remplacer, qui explique qu'il vient nous envahir, qui explique que finalement s'y opposer, mais c'est être un résistant, etc. etc. Et à travers cette première entrée, on se retrouve vraiment dans ce que nous on a appelé un toboggan, parce que ça emmène toute une partie, certains s'arrêtent à certains échelons, mais il y en a d'autres qui continuent et qui se retrouvent de plus en plus loin dans les tréfonds racistes du web. Mais c'est vrai que ce toboggan, du coup, me fait penser à ce qu'on avait vu avec l'attentat raciste de Puget-sur-Argent. À Libé, il y avait eu un papier où justement qui s'intéressait au profil du présumé meurtrier et où on voyait que notamment sur sa page Facebook, par exemple, il relayait des contenus du Rassemblement national, mais aussi des contenus plus violents, plus radicaux, qui en effet déversaient leur haine des musulmans, entre autres. C'est un point commun. Et tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous, on a pu avoir accès à la page Facebook de Christophe B., donc le suspect dans l'attentat de Puget-sur-Argence, on se rend évidemment rapidement compte qu'effectivement, il y a beaucoup de publications qui émanent de comptes du Rassemblement national qui sont partagées par Christophe B., mais il y a aussi des organisations, comme tu dis, plus radicales. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces organisations, il y en a deux qui ont attiré particulièrement notre attention. Il y a d'abord un site qui s'appelle Démocratie participative, qui est, contrairement à ce que son nom indique, est en fait un site purement néo-nazi, qui est tenu par un néo-nazi français qui s'appelle Boris Lelay, qui est caché au Japon pour échapper à la justice française, et qui est probablement le site de la fachosphère en français le plus violent. On y trouve aucune périphrase pour désigner leurs adversaires quand ils veulent parler. Et je m'excuse d'utiliser ce terme, mais c'est les leurs. Quand ils veulent parler d'une personne juive, ils disent un youtre, un youpin. Quand ils veulent parler d'une personne noire, ils disent un négro. Donc ça, déjà, ça montre que même si on n'est pas extrêmement politisé, le fait d'aller sur ce site-là, on n'y arrive pas facilement. Il faut un VPN, il faut faire des recherches particulières parce que le site est régulièrement déréférencé. Donc, il faut suivre un peu l'actualité et les diverses migrations de ce site. Donc, ça démontre d'une profonde radicalisation. Et ensuite, il y a un autre site qui partage énormément. C'est une toute petite organisation d'extrême droite qui s'appelle Vigilance Halal, qui, en fait, à la base, prétend lutter contre les dérives du halal en France et qui en fait est purement une organisation islamophobe qui s'arrête pas du tout à la question de la consommation de viande halal. Et ce site, on le retrouve dans énormément de dossiers terroristes et à commencer par AFO. En perquisition chez des prévenus du procès AFO, on a retrouvé des traces de consultation de ce site dans leur matériel informatique, mais aussi des tracts, des petits coupons qui appelaient au don en faveur de ce site. Donc effectivement, on voit qu'il y a quand même une espèce de convergence à un moment autour d'une série de sites, d'organisations, de communautés de la fachosphère qui poussent les gens à la radicalisation, et radicalisation qui peut pousser à soit envisager de faire des attentats, soit directement tirer sur son voisin. Je vois vos questions dans le chat, je les relais juste après à Pierre et Maxime, mais pour rester aussi là-dedans, moi une question qui me vient assez rapidement aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on se retrouve exposé à ces contenus violents, parce qu'on comprend que ces contenus violents radicalisent leur public et potentiellement favorisent à un moment donné, en tout cas pour une personne, même si c'est une personne sur 1000 ou plus, mais à un moment donné, ça peut favoriser un passage à l'acte meurtrier. Mais comment est-ce qu'on arrive sur ces contenus-là? Parce que vous le disiez, c'est des contenus sur lesquels on ne peut pas tomber si facilement, quoi. Alors, l'exemple de démocratie participative, non. Mais on peut citer F de Souche, on peut citer TV Liberté, on peut citer même un certain nombre de tweets de ce qu'était la Zemmourosphère à une époque, les actions des identitaires, ce genre de choses. Ça, ce sont des choses qui ont trouvé une formidable caisse de résonance sur les réseaux sociaux, du fait du fonctionnement de ces réseaux sociaux. Il y a quelque chose de très simple, mais un réseau social fonctionne avec une phrase mathématique, un algorithme qui définit la règle du jeu. Cette phrase mathématique, et ça, il y a eu des études scientifiques qui le démontrent, hein, c'est pas un secret, même si elle est très bien gardée, il y a un ressort évident qui est un formidable push qui appuie, qui renforce les buzz, c'est la colère. Et donc, quand on tient des discours radicaux sur certains réseaux sociaux, on expose de plus en plus de gens, parce qu'au début, ça va être ces 200 followers. Puis ces 200 followers vont eux-mêmes repartager et donc exposer le message à leurs 200 followers. Puis dans ce groupe de personnes, va finalement y avoir quelqu'un qui va tomber dessus parce que il pense pas du tout la même chose, mais que ça l'indigne et qui va le relayer en disant mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Et il va y exposer, à partir de ce moment-là, en fait, va être sorti de la bulle de la fachosphère, le message de la fachosphère.
C'est-à-dire que ces 200 followers, je reprends le même chiffre, de cette nouvelle personne qui s'indigne, vont appartenir peut-être probablement plutôt à sa sphère à lui, sa bulle à lui ou à elle de pensée, peut-être plus progressistes, vont eux aussi s'indigner, le repartager, etc. Et ça, c'est un fonctionnement qui crée des boules de neige, qui crée du buzz, avec en plus derrière un algorithme qui va lui voir « Ah, tiens, je tiens un buzz ». Parce que les réseaux sociaux, c'est simple, c'est gratuit. Ce ne sont pas des services publics. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc ça veut dire que eux, leur objectif, c'est d'acquérir de la data pour pouvoir la vendre. Et pour acquérir de la data la plus efficace possible, il faut avoir des gens qui restent le plus longtemps possible sur leur réseau, qui s'en servent le plus possible. Parce que ça fait aussi des espaces publicitaires, etc. etc. Donc il y a ce premier élément qui est vraiment à prendre en compte, c'est le fonctionnement de l'outil Internet, le fonctionnement de notre époque aussi. Et il y a un autre élément, c'est celui du perfectionnement du savoir-faire qu'a acquis la fachosphère, l'extrême droite, dans l'utilisation d'Internet. C'est-à-dire que, de tout temps, l'extrême droite a toujours essayé d'investir les outils qui lui permettaient de désintermédier sa propagande. Qu'il n'y ait plus d'interface, typiquement des journalistes qui posent des questions, qui mettent en perspective, ou qui n'invitent pas, tout simplement, comme ça peut se faire en Belgique, et comme ça a pu se faire fut un temps en France. Pour éviter ça et avoir un message qui se répand directement dans le cerveau des gens, sans contradiction, sans rien, ça a été un temps l'audiotel, puis ça a été le Minitel, puis c'est devenu Internet. Et Internet est devenu un outil, contrairement au Minitel ou à l'audiotel, de masse. Sauf que la fachosphère, comme elle l'a investi dès ses débuts, le Rassemblement National, enfin le Front National à l'époque, est le premier parti politique français à avoir une page Facebook. Mais avant, on peut parler de F2 Souche, c'est un site qui se fait passer pour une revue de presse, mais qui est un blog militant, tenu par des militants, existe depuis les prémices du web. Ils ont 25 ans, un quart de siècle d'expertise, et ils ont aussi su grandir avec le web. C'est-à-dire qu'au début, c'était les blogs, puis c'est devenu YouTube, les réseaux sociaux, etc. Et les nouveaux réseaux sociaux qui s'accumulent, les podcasts, etc., etc. Et à chaque fois, on a des nouvelles générations qui sont arrivées, des historiques qui sont restés, des nouvelles générations qui sont arrivées, qui ont su investir, et on se retrouve avec une mouvance qui se connaît, qui se pratique, qui s'invite, qui se renforce et qui propage le même message. Justement, sur les nouveaux réseaux sociaux, est-ce que ça veut dire que du coup, il y a un risque que le public qui soit confronté à ces contenus d'extrême droite violents, et donc qui se radicalise, elle puisse rajeunir? Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait des profils de plus en plus jeunes qui soient radicalisés et exposés à ces contenus-là? En fait, à chacun son offre. À partir du moment où il y a une demande, il y a des offres politiques qui se proposent. Effectivement, les influenceurs qui ont entre 35 et 40 ans ne parlent pas aux mêmes personnes. Les personnes qui regardent, par exemple, TV Liberté, un exemple que Pierre a utilisé, sont probablement, je n'ai pas de chiffres, c'est plus une estimation, un tout petit peu plus âgés que ceux qui regardent des contenus sur Instagram ou TikTok, par exemple. Il y a une offre extrêmement large et qui s'adresse malheureusement à tous les publics. Et au-delà de ça, au-dessus de ça, il y a quand même un parti, le Rassemblement National, qui parle malheureusement toutes les franges de la population en termes d'âge et dont parfois leurs propres députés partagent des contenus qui viennent de cette fachosphère, les exposant d'autant plus de gens à leur potentialité dangereuse. Est-ce qu'on en sait plus sur les profils qui sont suivis par la DGSI, par exemple? Alors non, enfin à un moment donné, c'est secret quand même. Par contre, il y a un rajeunissement, par exemple. Si, ça c'est quelque chose qui est effectivement souligné par les services de renseignement, mais en fait par les faits. C'est-à-dire que des affaires de terrorisme d'extrême droite, pas seulement, mais on parle de terrorisme d'extrême droite ici, qui concernent des individus très jeunes, trop jeunes pour que les... Voilà, mineurs, donc trop jeunes pour que les dossiers ou les procès puissent être couverts, parce que ce sont des procès qui se déroulent à huis clos, donc dans lesquels nous, la presse, on n'a pas la possibilité d'entrer pour écouter et pour raconter ce qui s'y passe. C'est la loi française protège les mineurs, c'est comme ça, je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est comme ça, mais effectivement, par contre, il y a une donnée de rajeunissement aussi, mais AFO... il faut l'avoir en tête, et c'est une bonne question, mais AFO, par exemple, c'est plutôt des gentils papis. En tout cas, des profils de gentils papis qu'on a sous les yeux. Je veux dire, le premier jour, dans la salle, on a des gens au crâne dégarni, des vestes de costumes qui datent visiblement d'il y a plusieurs décennies, des moustaches, des cheveux blancs, des gens qui sont trop malades pour pouvoir même se déplacer jusqu'au tribunal, etc., etc. On va dire, mais pourquoi on juge ces gens ? L'affaire, elle date d'il y a 8 ans.
Les gens qui aujourd'hui sont trop malades pour pouvoir se déplacer jusqu'au tribunal, il y a 8 ans, ils s'entraînaient au tir et à faire péter des grenades en forêt. Donc à un moment donné, il y a quand même quelque chose. Mais en fait, j'ai envie de dire, cette radicalisation par Internet, ou en tout cas aussi beaucoup par Internet, elle produit ce qui est dans l'air de notre temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les papis et les mamies, ils ont un smartphone. Même les papiers et les mamies. Aujourd'hui, c'est plus facile de déclarer ses impôts sur Internet qu'en papier. On achète des timbres sur Internet, on réserve un train sur Internet. On fait tout sur Internet. Internet fait partie de notre vie. Il n'y a plus vraiment de distinction entre Internet et ce qu'on appelait à une époque IRL, in real life, la vraie vie. Internet, c'est la vie. Il y a une question sur une autre affaire. Donc, quelqu'un dans le chat qui demande est-ce qu'on en sait plus sur le projet de Rémi Daillet. En plus de l'affaire Mia, ils avaient tenté de fomenter un attentat. Alors, c'est encore beaucoup plus que ça. L'affaire Rémi Daillet, il y a plusieurs projets. Donc, elle est elle a été donc judiciarisée. L'enquête et l'instruction est terminée. On n'a juste pas de date d'audience pour l'instant. Et on sait déjà que ce sera en correctionnel. Ce ne sera pas aux assises. Donc, Rémi Daillet, lui, il projetait peu ou prou un coup d'État. Alors, c'était extrêmement fantasque. Pour avoir pu consulter le dossier aussi, on est sur un espèce de fouillis un peu considérable de cellules dormantes russes qui doivent intervenir en faveur de lui, de confrontation avec les forces de sécurité, avec des hallebardes parce qu'on peut crocheter les gens. Enfin, c'est assez dingo. Mais par contre, si on enlève ce côté un peu extrêmement fantasque au sein du dossier Daillet, pareil, c'est une organisation où il y a plusieurs cellules. On a une cellule qui se trouve notamment en Alsace qui, elle, est plus composée d'anciens skinheads ou de gens proches de la mouvance skinhead. On a un ancien candidat Rassemblement Front National à l'époque dans le lot. Eux, ils prévoyaient vraiment un attentat contre une loge maçonnique. Donc ils avaient commencé à faire des repérages contre cette loge maçonnique et là on a quelque chose d'extrêmement concret. Pareil, la cellule dite plutôt Île-de-France, donc des gens qui sont plutôt Île-de-France, eux ils s'en prenaient notamment à des antennes 5G parce qu'en plus d'être d'extrême droite, ils étaient évidemment complotistes et ils étaient opposés au déploiement de la 5G parce que ça apporte tout un tas de maladies, tout ça. Ils envisageaient aussi de s'en prendre à des centres de vaccination contre le Covid. Il y a un énorme panel. C'est juste que pour l'instant, l'audience n'est pas fixée, mais elle ne devrait pas tarder parce qu'effectivement l'enquête est terminée. On a raconté ce dossier dans un article pour Libération avec Maxime. Effectivement, l'intérieur, les auditions aussi menées par la DGSI, les personnalités, le parcours des gens, etc., etc. Et puis ce rôle de gourou en plus de loin de Rémi Daillet. Voilà, je vous renvoie au site de Libération. J'ai plus le titre en tête. Ça commence à être. Je crois que c'est Poutchaklik. Mais oui, c'est pas très. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça témoigne du sérieux des entreprises de ces organisations-là, parce que parfois on pourrait, si on voulait balayer d'un revers de main ce genre de sujet, on pourrait dire oui, mais ils ont de mauvaises intentions, mais est-ce qu'ils allaient vraiment s'y préparer ? Je me permets de lire un très petit passage d'un article justement sur le procès AFO, par exemple sur le groupe AFO. Vous écrivez que ce groupe, il fabriquait et perfectionnait des grenades artisanales à base de TATP, l'explosif rendu célèbre dans les ceintures de kamikazes djihadistes qui ont semé la mort en Europe. Ils avaient des armes de tout type et de tout calibre. Ils cherchaient à en acquérir plus encore. Ils s'entraînaient au tir, au déplacement militaire. Ils travaillaient à leur clandestinité ou au moins à leur discrétion. Ils avaient échafaudé et peaufiné des plans d'action semblables au mode opératoire des terroristes d'extrême droite qui ont déjà frappé les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ou encore en Europe. Ce qu'il faut bien capter, c'est que c'est ça, quoi. C'est des gens qui sont ultra préparés, quoi. Mais au-delà de ça, lors des perquisitions chez les différents prévenus, on retrouve, qui vous est sans prendre aux musulmans, on retrouve des adresses de lieux de culte musulmans, de mosquées, dans la petite couronne parisienne. On retrouve également des plans par rapport à ces mosquées avec des photos dont on ne sait pas trop si elles ont été prises sur place ou si elles ont été prises sur Google Maps. Mais en tout cas, il y a un dispositif qui est mis en place. Ils voulaient notamment s'attaquer à une mosquée en faisant sauter la porte de la mosquée à l'explosif. Ils avaient des explosifs et ils disent eux-mêmes dans leur plan qu'ils voulaient ils voulaient placer des tireurs à armes longues à la sortie, j'imagine, de cette mosquée pour tirer sur les gens qui s'enfuiraient suite à l'explosion. Il y a vraiment des degrés de préparation qui sont très importants et qu'on retrouve dans d'autres dossiers terroristes comme celui d'Aurélien Chapeau, donc qui lui pour le coup était limougeot et plutôt solitaire, qui lui avait prévu de s'en prendre
à un temple maçonnique et à une synagogue. On sait qu'il a fait des recherches pour en retrouver autour de lui à Limoges et qu'il était armé, qu'il avait des armes de type Uzi et qu'il était prêt en fait à passer à l'acte. Pour le cas du groupe Alsace de Rémi Daillet, c'est des gens qui ont cherché aussi à remilitariser une vieille mitrailleuse allemande de la Seconde Guerre mondiale. Alors ça peut paraître un peu incongru comme ça, mais ça tue des gens pareils. Donc oui, il y a des degrés de préparation importants. Et la présidente l'a dit au tribunal, parce que en fait, effectivement, ces prévenus, ils ont essayé de mettre de la distance, de dire, déjà, on n'est pas passé à l'acte, vous jugez quoi, en gros Le principe de l'association de malfaiteurs terroristes, c'est justement qu'on juge les gens qui se préparent à passer à l'action, avec un certain nombre de critères définis par la loi. C'est pas juste du doigt mouillé, de la température comme ça, mais qui ne sont pas passés à l'acte. Sinon, on ne serait pas en correctionnel, et ces gens ne comparaîtraient pas libres s'ils étaient passés à l'acte. Et puis, quand bien même, quand on a effectivement perfectionné des grenades, parce qu'ils ont fabriqué du TATP, donc cet explosif très puissant, le rapport des démineurs dit, quand on l'a fait exploser, on a eu des détonations puissantes. Ça fonctionnait bien. Ils ont essayé avec différents types, on ne va pas donner d'idées aux gens, mais ils ont essayé avec différents types de contenants, différents types de détonateurs, à distance, machin. Ils ont fait pas mal de tests. Ils ont essayé aussi de créer artificiellement des fragments, enfin, avec des boulons, des choses comme ça. Enfin, les plus vieux se souviendront sûrement des attentats, la vague d'attentats de 95 en France. Là, c'était des bouteilles de gaz avec dedans des clous, des vis, des choses comme ça. C'est ultra meurtrier. On est un peu sur cette idée-là. Et ils perfectionnent vraiment leur truc. Il y a les photos, etc. On est sur des dispositifs qui sont efficients. Mais il y en a un d'eux, quand il est arrêté par la police, sur le siège passager de sa voiture, il y a une de ces grenades. D'ailleurs, et je pense que c'est important de le préciser, ce qui déclenche l'arrestation suite à l'infiltration de l'agent de la DGSI, qui restait en tout et pour tout un peu plus de 15 jours avec eux. C'est pas une infiltration au long cours comme on peut l'avoir dans des terroristes d'autres niveaux. C'est parce qu'en fait, ils vont recommencer à faire des tests de grenades. Et là, l'agent avertit sa hiérarchie en disant qu'il y a un risque imminent de passage à l'acte. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de détermination et que des plans sont préparés. Et que même les forces de l'ordre disent non, là, il faut qu'on interpelle parce qu'il y a un danger. Ceci dit, quand il y a ce niveau d'organisation, c'est aussi du coup potentiellement plus facile à infiltrer, à peut-être tracer. C'est peut-être plus dur quand c'est des passages à l'acte plus isolés, entre guillemets, comme c'était le cas à Puget-sur-Argent, avec donc ce Christophe B qui va assassiner son voisin parce qu'il est tunisien. Ça, comment est-ce qu'on fait potentiellement pour tracer, remarquer, prévoir ce genre d'attentat raciste? Alors, disons-le, déjà, première chose, Christophe B, c'est pas son nom, c'est B. C'est l'anonymisation de son nom, parce qu'on pourrait penser, y a des gens qui s'appellent B. C'est pas son cas. En fait, Maxime l'a dit tout à l'heure, on a eu accès, on a pu avoir accès, reconnaître, enfin authentifier le contenu de son profil Facebook. Effectivement, c'est radical. Effectivement, on y trouve beaucoup de choses. On voit ce monsieur qui monte ses armes, on voit ce monsieur qui tient des propos racistes, parce qu'il est tireur sportif. Et donc, il a des autorisations de détention d'armes délivrées par la préfecture, mais des armes semi-automatiques, des pistolets, un peu comme ceux que peuvent avoir des militaires ou des policiers à la ceinture. Ce sont des armes qui font des dommages, des armes longues, un fusil à pompe, etc. Son empreinte en ligne, elle est radicale, mais en fait, c'est celle de beaucoup, beaucoup de gens. Ce racisme qui se crie de manière totalement impunie sur les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose, et les pouvoirs publics l'ont en tête. C'est quelque chose, on a vu par exemple des judiciarisations de commentaires Facebook. On peut parler des JO, mais il y a plein d'autres moments où ça s'est passé. Pour y être allé également, on s'est retrouvé avec des jeunes gens, des hommes, des femmes de tous âges. Il y avait des messieurs en âge avancé, d'autres beaucoup plus jeunes, etc., qui venaient d'un peu partout en France, qui venaient de tous les milieux. Voilà, il y a aussi cette dimension, en fait, Internet a permis une libération de la parole raciste et l'accès aussi à un contenu qui a un impact. Il y a une question dans le chat alors qui revient sur la fachosphère plutôt, et qui veut nous parler de Pierre-Édouard Sterrin, et qui en fait demande comment ce milliardaire est arrivé au stade qu'il occupe actuellement d'influence de la fachosphère, et qu'est-ce qui lui a permis d'avoir une telle notoriété.
Essentiellement parce qu'il est riche. Oui. Voilà, et qu'il est riche, et surtout, en fait, très sincèrement, il arrive à ça parce qu'il le veut. Il est dans une démarche très politique, qui est un principe, selon lui, de défense civilisationnelle, qui doit l'effrayer sincèrement, je pense, et pour lequel il est prêt à investir tout ou partie de sa fortune pour ce projet politique. Pourquoi il y arrive? Parce qu'en fait, il y met les moyens, comme Vincent Bolloré l'a fait en rachetant CNews ou iTélé à ce moment-là, mais il a mis des moyens considérables dedans. Il y a effectivement des blogs qui arrivent à toucher énormément de gens avec des moyens limités, mais si on ajoute une volonté idéologique à des moyens colossaux, oui, en fait, ça touche énormément de gens et ça marche parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Puis on parlait de la fachosphère. En fait, on va retrouver par exemple des influenceurs de la fachosphère ou des activistes de groupuscules d'extrême droite, identitaires, etc. Identitaires, basiquement, globalement, hein, c'est un cache-sexe pour parler de suprémacisme. Ce sont des gens qui pensent que, alors officiellement, ils se disent, pour un certain nombre d'entre eux, ethnodifférentialistes, c'est-à-dire qu'ils estiment que il y aurait des aires géographiques qui seraient dévolues à certains types d'ethnies, pour ne pas dire couleur de peau. Quand on creuse, on s'aperçoit quand même assez vite que ces gens estiment que, ce sont leurs mots, hein, en Europe se construisaient des cathédrales pendant que sur un autre continent plus au sud, les gens vivaient dans des cases. Bon, pendant qu'en Europe on vivait dans des cases, il y a des gens qui construisaient des pyramides sur ce continent plus au sud. À un moment donné, il faut aussi... Mais bref, c'est pour ça qu'il y a quand même une dimension suprémaciste et qu'on retrouve ces gens qui viennent livrer ce discours à l'antenne de CNews, dans les colonnes du JDD, ou sont interviewés dans les colonnes du JDD, sur Europe 1, que sais-je, avec en plus et encore une fois, c'est l'air du temps, tous les médias le font, mais la punchline d'un invité qu'on veut pousser ou pas, hein, d'ailleurs, je suis pas on sonde pas les esprits, hein, mais que iTélé, CNews, pardon, ou Europe 1 ou le JDD publie sur ces réseaux sociaux qui sont suivis par des millions de gens qui ont le tampon du vu à la télé, le tampon du média sérieux, le tampon de l'histoire du journal. Le JDD, c'est un monument de la presse française. Eh bien, on se retrouve avec un random influenceur facho qui se retrouve à voir sa parole tamponnée avec cette crédibilité-là et répandue à des millions de gens. Est-ce que vous diriez qu'il y a un continuum entre ces milliardaires comme Vincent Bolloré, comme Pierre-Édouard Stérin, leurs médias, leur influence, le public qui est confronté, et à la fin, potentiellement un passage à l'acte à un moment donné d'un terroriste ou d'un tueur d'extrême droite? C'est toujours un peu compliqué de répondre à ce genre de questions parce qu'évidemment, on n'est pas dans la tête des gens qui projettent ou qui se livrent à ce type d'action terroriste. Simplement, il nous semble, à la lecture de dossiers, lorsque nous avons suivi des procès sur des questions terroristes, qu'il est toujours question de la fachosphère comme élément de radicalisation. Ça veut pas dire que c'est le seul moyen de radicalisation. Il y a aussi des gens qui se radicalisent au sein de groupuscules d'extrême droite qui, eux, ne sont pas terroristes, mais qui sont du groupuscule militant, parfois violent, mais qui ne franchissent pas la ligne de l'action terroriste. Et ces personnes qui rejoignent ces groupes, eux, sont en recherche de radicalité, peuvent s'en extraire pour passer à l'acte terroriste, considérant que ces gens ne font pas assez. Il y a toujours au moins une référence à la fachosphère. On l'a même vu lors d'une audience pour... donc ça, c'était du terrorisme, mais c'est parce que le monsieur était jugé pour avoir propagé sur Telegram de la propagande terroriste à destination de l'extrême droite, un manuel en fait pour apprendre, un manuel qui venait des États-Unis, qui avait été traduit en français. Est-ce que c'est lui qui l'a fait ou pas? On ne sait pas. L'enquête n'a pas été jusque-là. Ce monsieur est un sympathique jardinier de la mairie de Montauban. Et lui-même, alors que effectivement, si on l'avait croisé en dehors, on se serait dit, lui, c'est une personne qui est un aficionados de la fachosphère. Mais quand il y a son enquête de personnalité au début de son audience, il explique comment il en est arrivé là. Et en fait, il parle effectivement d'Éric Zemmour,
alors qu'Éric Zemmour n'est pas encore candidat à la présidentielle, c'est un procès qui est assez ancien. Il parle de F de souche, mais il parle aussi d'un rappeur d'extrême droite qui s'appelle Cro-Blanc, qui, a priori, n'est pas tout à fait le public cible de cet individu qui, à l'époque, a entre 25 et 30 ans et qui fait du rap d'extrême droite vraiment de niche, pour le coup. Et ben, en fait, ce monsieur, qui a la cinquantaine bien tapée, il explique qu'il a commencé à se radicaliser avec cet influenceur. Il cite aussi l'influenceur d'extrême droite Papacito. On est vraiment sur quelque chose où n'importe qui peut être confronté à la propagande d'extrême droite sur Internet. Donc, est-ce que Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Stérin veulent armer la main de gens qui passeraient à l'action terroriste? La réponse est très probablement non. Attention, c'est pas ce qu'on dit. Par contre, ce qu'il faut réaliser, et a priori le code pénal le fait, les mots ont un sens. Propager une idéologie haineuse à des échelles de masse, quotidiennement, ça produit des effets. C'est ça qu'on dit. Il y avait une remarque aussi sur la fachosphère, je vous la relais parce que je la trouve intéressante, de quelqu'un qui nous dit qu'il trouve malhonnête d'inclure le Rassemblement national dans la fachosphère, en disant que d'un point de vue intellectuel, c'est irrespectueux de millions de Français qui ont voté pour ce parti dernièrement et qui ne sont pas racistes. Je vous relais cette réflexion. On ne dit pas que le Rassemblement national appartient à la fachosphère. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il arrive à des responsables politiques du Rassemblement national de relayer ces contenus. Je ne dis pas qu'ils appartiennent à cette fachosphère. Et l'autre chose qu'on dit aussi, et c'est ce qu'on voit, en fait, nous, on vous dit ce qu'on voit. Ouais. C'est un peu le métier du journaliste. On livre aucune analyse, là. C'est quand même des faits, tout ça. Oui. Sur le Facebook de ce monsieur qui tue des gens par racisme, et un acte qui est considéré comme terroriste par le parquet national antiterroriste, c'est pas Maxime Massé et Pierre Plotu ou Libération qui avons décrété que c'était un attentat. Sur le Facebook de ce monsieur, quand c'est un inconnu, quand il est avec ses 100 amis et il leur partage énormément de contenu du Rassemblement national. Il s'y retrouve. Des discours de Marine Le Pen, de David Rachin, le maire de Fréjus. De même façon que dans le dossier AFO, on retrouve des gens qui sont passés par le Front National ou par le Rassemblement national. Ça ne fait pas du Rassemblement national un parti qui prône le terrorisme. On n'a jamais dit ça. Simplement, il arrive souvent dans des procès terroristes, il y a une récurrence de gens qui ont appartenu au Rassemblement national. C'est le cas, par exemple, alors ça n'a pas été considéré comme un attaque terroriste par le PNAT, mais quand Claude Cinquet, une personne octogénaire, tire au revolver sur deux hommes qui sortent d'une mosquée à Bayonne, il s'avère que les élections précédentes, Claude Cinquet avait été candidat pour le Rassemblement national. Et c'est pas que ça n'a pas été, excuse-moi, je me permets juste, mais c'est pas que ça n'a pas été considéré comme terroriste. Ce monsieur est décédé avant qu'il y ait l'enquête aille plus loin, qu'il y ait un procès. Et donc en fait, quand on est mort en France, on n'est pas jugé. On disparaît, et si on n'a pas été jugé, on reste présumé innocent et l'enquête s'arrête. Mais c'est intéressant que tu parles de la saisie du parquet national antiterroriste sur certaines affaires ou non, parce que c'est souvent un débat qui intervient. On voit souvent les réseaux sociaux s'enflammer quand il y a eu Puget sur argent ou quand il y a d'autres affaires. On reproche souvent parfois aux médias de ne pas mettre le terme terroriste, de mettre simplement le terme tueur. Comment est-ce qu'on parle d'un tueur? Comment est-ce qu'on parle d'un terroriste? Sur quoi se fait la différenciation? En fait, il y a une espèce de consensus qui s'est fait parce qu'il n'y a pas de définition légale du terrorisme, si on peut parler basiquement. Par contre, en France, a été créé un parquet national antiterroriste. Ce parquet national antiterroriste, auparavant, il y avait des juges spécialisés, etc. Et c'est dessiné, parce que ça fait un petit moment, malheureusement, qu'en France, le pays connaît des attentats, principalement djihadistes, même s'il y a, et j'espère qu'on y reviendra, qu'on aura le temps, mais il y a aussi, l'extrême droite est classée comme la deuxième menace. Ce parquet, c'est dessiné le consensus du fait que si le parquet national antiterroriste, donc les professionnels, se saisissent, qui est leur droit, c'est un parquet qui est à Paris mais qui a une compétence nationale, et ils peuvent se saisir et donc récupérer tous les dossiers à n'importe quel instant, et ils sont très souvent alertés d'ailleurs par les gens sur place quand il y a un doute, par les équipes policières, judiciaires, par la machine de la justice française et d'enquête, ils se saisissent ou non. Et donc en gros,
basiquement, à partir du moment où le parquet national antiterroriste se saisit, effectivement, le consensus, et là, on peut dire que c'est un attentat. Parfois, il ne se saisit pas. Parfois, c'est décrié. Parfois, on n'a pas accès au dossier aussi. Je veux dire, c'est complexe une enquête. C'est complexe la personnalité de quelqu'un. C'est complexe de saisir pourquoi à un instant T, quelqu'un va commettre l'irréparable, va aller jusque-là. Est-ce que c'est par conviction politique? Est-ce que c'est parce que ça va pas bien? Est-ce que c'est une question de vengeance personnelle? Est-ce que c'est... Que sais-je? Et ça, c'est extrêmement difficile, je pense, à juger. Il y a des critères qui sont le plus factuels possible, qui ont été mis en place. Je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, mais par le PNAT, ils se saisissent, ils ne se saisissent pas. Après, il y a aussi une évolution de la doctrine à l'intérieur du PNAT. Il y a 10 ans, ce n'étaient pas les équipes qui sont en place aujourd'hui. Et donc peut-être que il y a 10 ans, le contexte était différent, les équipes étaient différentes, peut-être que l'appréciation était différente. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une qualification terroriste qui est accolée sur un certain nombre de dossiers, par des équipes qui sont en place ou celles qui l'étaient précédemment, qu'il y a quand même un consensus qui se dégage, qu'il y a aussi, là, appuyé sur Argence, un parquet national antiterroriste qui se saisit, alors qu'il ne s'est pas saisi, par exemple, à Nantes, qu'il ne s'est pas saisi dans d'autres affaires. Le meurtre atroce d'Aboubacar Cissé dans une mosquée aurait pu être considéré comme ou pas. Nous, on n'a pas accès à l'enquête. On n'est pas sur le terrain. Donc, c'est pas à nous, journalistes, de mettre ce tampon-là. Et ce que tu disais, donc pour conclure notre discussion, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est un avertissement, en tout cas une information de la DGSI, c'est que la menace terroriste d'extrême droite est aujourd'hui classée finalement comme la deuxième menace en France. Oui, absolument. Depuis 2017, selon la DGSI, on a déjoué 12 attentats qui provenaient de cellules ou de personnes individuelles d'extrême droite. Mais on est quand même sur quelque chose qui peut paraître assez faible au regard des attentats d'inspiration djihadiste, mais il faut remettre ça sur un contexte global. On est aussi sur 38 attaques perpétrées par l'extrême droite dans 11 pays entre 2010 et 2020. Ça a fait 243 morts et plus de 500 blessés. On est quand même sur une mouvance qui tue, qui provoque. Alors effectivement, il y a eu ce terrible attentat de Christchurch où il y a plus de 52 fidèles musulmans qui sont abattus par Brenton Tarrant. On pense aussi aux attentats d'Oslo et d'Utøya où il y a plus de 80 victimes, enfin en tout cas 80 morts et des centaines de blessés. Ça peut paraître un peu faible par rapport, c'est terrible hein, de dire ça, par rapport aux attentats d'aspiration djihadiste, mais il n'y a aucune autre mouvance qui provoque des attentats de telle ampleur que ces deux-là. Il arrive aux responsables politiques actuels de parler d'écoterrorisme. Enfin, l'écoterrorisme, c'est scandaleux d'utiliser ce propos-là. On ne parle pas de victimes. Quand bien même il y aurait, et il existe aussi, un terrorisme d'extrême gauche, notamment dans des pays européens comme la Grèce, on n'est pas du tout sur ces étiages de victimes. On pourrait citer aussi cet attentat, enfin cet élu de gauche, qui a été, même pas de gauche d'ailleurs, pro-immigration, selon son tueur, à Halle en Allemagne, qui a été abattu dans son jardin par un tueur. Mais tu démarrais, Manu, et je me permets de te tutoyer, on est entre nous. C'est bien, on va faire tu démarrais en posant aussi une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est est-ce que c'est neuf, l'alerte? Et non, c'est pas neuf. Avec Maxime, on va citer, mais en fait, ça fait des années que la DGSI, les services, la justice, mais aussi par exemple Europol, donc les polices européennes alertent. Il y a chaque année un rapport sur l'état de la menace en Europe qui s'appelle le TESAT, c'est un terme un peu barbare. Celui de 2023, donc qui fait paru en juin 2023, qui fait l'état, la photo sur l'année 2022. La France, c'est pardon, je prends mes notes parce que je ne connais pas les chiffres exactement par cœur, c'est la moitié des projets d'attaque terroristes et un tiers des arrestations. Donc la France, sur l'ensemble de l'Union européenne, c'est la moitié des projets d'attaque et un tiers des arrestations sur un an. Ça veut dire quoi concrètement? C'est 2 projets d'attaque. Alors il y a 4 projets d'attaque, il y a 4 actes terroristes déjoués, donc empêchés ou accomplis sur cette année 2022 en Europe. Il y en a 2 en France qui sont déjoués, heureusement. En France, cette année-là, c'est aussi 16 arrestations sur un total de 45 au sein de l'Europe. Donc, on est quand même un pays sur 27-28. Ouais. D'accord ? C'est ça, la réalité dont on parle. Donc,
Effectivement, on peut se dire que ce serait honteux quand on aborde la question du terrorisme d'extrême droite, de parler du Rassemblement national. En fait, la question, c'est de savoir, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, quels sont les rouages, comment fonctionne le terrorisme d'extrême droite. Ce chemin de radicalisation, ces partages sur les réseaux sociaux, ce passage au sein d'un parti politique, ou que sais-je, c'est pas nous qui l'avons décrété. Dans quelques minutes, nous rejoindrons Lucie Alexandre, journaliste à Libération, et Valentine Robert-Gilabert, ex-avocate et autrice d'un des chapitres du livre Débordé Bolloré. Avec elle, on parlera justement de cet ouvrage dans quelques minutes. Mais avant, on va faire un petit flash d'infos, finalement, on pourrait le dire ainsi, qui revient sur certaines actualités récentes liées à l'extrême droite. Et d'abord, pour commencer ça, on va peut-être revenir sur un des dossiers que vous avez publié dans Libération il y a quelques semaines. C'est sur les fameuses brebis galeuses du Rassemblement national. On en avait beaucoup entendu parler déjà il y a un an, du coup, dans la période un peu de la dissolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit quand on parle de ces brebis galeuses du Rassemblement national ? Alors très clairement, le terme brebis galeuse, c'est le terme qu'utilise Jordan Bardella pour ne pas dire candidat raciste, homophobe, complotiste et antisémite. Donc nous, à Libé, on s'est posé la question de ce qu'ils étaient devenus, ces centaines de candidats qui avaient été épinglés par la presse. Et en fait, il s'avère que l'immense majorité d'entre eux sont toujours dans le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, alors que ce dernier lui-même avait dit, mais juré la main sur le cœur, que sa main ne tremblerait pas pour les punir. En fait, au final, il y en a une poignée d'entre eux, 5 qui ont été réellement sortis du parti. Il y en a quelques-uns qui sont partis d'eux-mêmes, mais au final, sur la plus de la centaine de personnes qui avaient été épinglées par la presse, on se rend compte que la main de Jordan Bardella était prise par une subite crise de Parkinson, et donc sa main a tremblé. Et elle se trouve où, ces personnes-là, ces profils-là ? Partout, on les retrouve partout, ils occupent des responsabilités, alors ils dirigent une fédération, ils dirigent une section locale, certains sont même toujours pressentis, leur nom est partout dans la presse, on tape leur nom dans Google, c'est les premiers résultats qui ressortent, presse locale, Libération ou d'autres, brebis galeuses, ils sont estampillés, et pourtant ils sont déjà pressentis pour être candidats aux prochaines municipales. Le mois, ce mois de juin a aussi été très animé, toujours par ces brebis galeuses, ou en tout cas quelque chose de similaire, c'est la présence des députés RN dans des groupes Facebook où le racisme se propage, est énoncé et même presque revendiqué absolument ouvertement. Il y a eu 1, 2, 3, 4 révélations de presse, à tel point qu'il a fallu que le secrétaire général du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Renaud Labeille, soit contraint de dire aux députés RN « quittez ces groupes ». Comme quoi, finalement, ça coulait pas de source. Ouais, c'est pas automatique pour eux. Il y a aussi d'autres alliés, même du Rassemblement national, qui sont un petit peu dans la sauce, pourrait-on dire, après une enquête de Libé, puisque Libé s'est intéressé aux dépenses de Reconquête. On peut dire qu'ils sont plutôt dépensiers. Oui, alors en fait, c'est surtout Marion Maréchal qui est dépensière, donc l'ex-tête de liste européenne de Reconquête, qui a désormais franchi une nouvelle fois le Rubicon, puisque du Rassemblement national à Reconquête, elle est repartie au Rassemblement national. En fait, c'est pas évident pour elle. Sa campagne, celle qu'elle a menée, elle a coûté 5,4 millions d'euros, ce qui est un chiffre très important, pour en fait 5,4% des voix. Donc on voit à peu près combien coûte 1% des voix pour Reconquête. Ça fait quand même assez cher le bulletin. Et c'est pour le moins cocasse, parce que si on écoute les paroles de la nouvelle formation de Marion Maréchal, donc Identité et Liberté, en fait, il faudrait vraiment agir un peu comme Javier Milei en Argentine, c'est-à-dire tronçonner dans les dépenses publiques. A priori, pour Marion Maréchal, l'argent public, il est quand même très sympa quand il s'agit de faire campagne. On n'a pas trop taillé non plus. On a regardé, Libération, mais d'autres aussi, mais on a regardé, on allait à l'intérieur, parce que les comptes de campagne sont publics, on retrouve des factures, enfin là je relis, Philippe Schetter, personne bien connue, on va pas prendre le temps pour le pilotage de la campagne, il se faisait payer 2200 € par jour. On a aussi une tournée à La Réunion avec Marion Maréchal en business class avec 4 fidèles, 4 lieutenants. Ça a coûté 32 000 € de billets d'avion pour 4 personnes. Voilà les exemples, les vrais chiffres qu'il y a derrière cette campagne. C'est vrai que le 2200 € par jour, il laisse songeur. Alors, ça fait envie. Petite anecdote, hier, il y avait un sommet au Casino de Paris avec toutes les droites qui étaient représentées, et Marion Maréchal a été un peu chahutée à la sortie par des militants Reconquête qui lui ont dit « rends l'argent ». Donc, on se rappelle d'un certain François Fillon. C'est ça.
Donc pour sortir des partis apparentés directement à l'extrême droite, que ce soit Reconquête ou Rassemblement National, on va s'intéresser plus aux Républicains et à Bruno Retailleau, parce que ce que vous aviez aussi envie de relever dans ces actualités liées de près ou de loin à l'extrême droite, c'est que Bruno Retailleau s'est permis là récemment des sortes de rafles, on peut les appeler comme ça, avec des contrôles d'identité dans des gares partout sur le territoire français. Oui, un point tout d'abord. Pourquoi dans une émission sur l'extrême droite, des journalistes qui travaillent sur l'extrême droite, qui produisent une newsletter avec d'autres hebdomadaires qui s'appelle Frontal, qui passe au crible les extrêmes droites, on vient parler de Bruno Retailleau. On ne dit pas que Bruno Retailleau est d'extrême droite. Par contre, cette opération de communication produite par le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Bruno Retailleau, qui a été pensée et appliquée comme une opération de communication, selon nous, c'est bien quelque chose qui fait penser à l'extrême droite. On n'est pas les seuls à le dire. Toute la gauche a hurlé, on va y revenir dessus, a dénoncé, à raison, ces contrôles aux faciès, ces rafles, ce qui pouvait être qualifié en tout cas par certains de rafles. Il y a aussi des gens qui sont inquiets. Parce que Bruno Retailleau, président de LR, ministre de l'Intérieur, qui est quand même un peu la voie royale probablement pour, il l'espère sans doute, être candidat à l'élection présidentielle en 2027, représenter son camp, voire peut-être plus. C'est ça le message qui est envoyé aujourd'hui à 1 an et demi de l'élection présidentielle. C'est inquiétant. Et je pense que c'est important de souligner que d'abord les contrôles aux faciès c'est interdit par la loi française, et surtout le dispositif qui avait été mis en place. Enfin, ça a duré 48 heures. Il y avait évidemment des policiers et des gendarmes qui étaient mobilisés, mais il y avait aussi des agents des douanes, donc qui dépendent du ministère de l'économie. Donc Bruno Retailleau a dû les emprunter quelque part au ministre de l'économie. Il y avait aussi des militaires de sentinelle qui ne relèvent pas de sa juridiction. Et au-delà du fait qu'effectivement c'est une méthode de l'extrême droite, parce que en fait on fait des immigrés le mot de la société, et on voit bien le parallèle avec Trump, les grandes rafles qui a lieu aux États-Unis, mais surtout, en fait, la question est de savoir ce que le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre, François Bayrou, qui sont quand même des gens qui dirigent Bruno Retailleau, en tout cas l'action de Bruno Retailleau, ont laissé faire. Ça dit quelque chose du degré de pénétration de l'extrême droite dans la vie politique française, et notamment à droite, et ce que eux appellent le centre. Quelque chose à ajouter sur ce sujet ? Je pense que... On est tout bon. Alors, parlez-nous peut-être aussi des actualités à venir liées à l'extrême droite, puisque, alors là, on est en été, donc il y a un peu moins de choses politiques parlementaires, on va dire, mais c'est un peu plus judiciaire, là, sur le mois à venir. Clairement, l'été sera chaud sur le front judiciaire pour l'extrême droite. On commence le 2 juillet, dès le 2 juillet, c'est demain, métaphoriquement parlant, pardon. Éric Zemmour sera jugé, la décision concernant Éric Zemmour, qui est jugé pour provocation à la discrimination, poursuivi par la Ligue des droits de l'homme, la LDH, pour des propos tenus sur Public Sénat. Je vais quand même vous les lire pour que chacun se fasse une idée. Éric Zemmour avait dit: si on a une délinquance aussi explosive, c'est à cause de l'immigration. Sans immigration, il n'y aurait quasiment plus de délinquance. Il n'y a que des immigrés ou des enfants d'immigrés qui sont des délinquants. Voilà ce que disait Éric Zemmour. Donc, l'audience a déjà eu lieu, c'était devant la 17e chambre, la chambre spécialisée, c'est ce qu'on appelle des délits de presse, en tout cas, entre guillemets, de liberté d'expression. Et ensuite, fin août, on a aussi à Orléans, un jeune militant, un procès, c'est ça, cette fois sera jugé, donc c'est l'audience. Un jeune militant néo-nazi qui avait collé des stickers xénophobes dans toute la ville, une opération qui avait fait beaucoup de bruit à raison sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, la justice a retrouvé, a identifié cette personne, a très vite sévi. Une date très rapide de procès a été fixée, ce sera le 28 août à Orléans. Et se termine aussi du coup bientôt le procès à FO. Oui, alors c'est le 2 juillet. Là, demain, jeudi, on aura les réquisitions donc des procureurs du parquet national antiterroriste, qui sont deux, qui ont été deux tout au long du procès, qui vont porter l'accusation, qui vont porter la parole du ministère public, qui représente le peuple français. Ce sera suivi ensuite des plaidoiries de la défense, des avocats des 16 prévenus. On aura également des examens de partie civile. La Ligue des droits de l'homme a demandé à être partie civile, notamment, il y en a eu plusieurs. L'avocate de Médine, a également demandé à être constituée, il avait déposé une demande de constitution de partie civile qui sera examinée à cette occasion. Ça a été un procès qui a été long, qui a été compliqué, qui a fini parfois très tard, qui a duré longtemps. Et pourtant, il y a la clim dans le dans le tribunal correctionnel de Paris. La présidente a déjà annoncé que la décision du tribunal sera mise en délibéré, c'est-à-dire que le 2
juillet, la date de fin du procès, on n'aura pas des condamnations, un prononcé, des condamnations, des relax, on n'aura pas une décision, mais par contre on aura une date qui sera fixée très probablement à la rentrée. Il y a quand même un certain embouteillage de la justice en France. Voilà, on espère que ce sera pas trop tard à la rentrée, mais c'est ce qui sera possible, qui sera fait, et c'est à ce moment-là seulement qu'on aura une décision. Et pour suivre les dernières informations, les dernières actualités sur ce procès-là, je vous encourage vivement à vous rendre sur le site de Libération. Il y a des comptes rendus de ce procès-là plusieurs fois par semaine. Donc vous pouvez y retrouver tous les détails nécessaires pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et je vous encourage aussi très simplement à taper Frontal Libération sur votre barre de recherche. Et vous pourrez comme ça vous abonner gratuitement à la newsletter Frontal qui revient du coup sur l'extrême droite à 360 degrés toutes les semaines, tous les mardis soirs. Ça atterrit dans votre boîte mail et ça vous permet de suivre de près et complètement les actualités liées à l'extrême droite. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On va changer de partie pour accueillir deux nouvelles invités. Donc merci beaucoup à tous les deux, Pierre et Maxime, d'avoir été avec nous. Merci à tous. Et je vous mets en attendant un petit reportage qui va introduire la seconde partie. On fait vraiment les choses de la bonne manière, je l'espère. J'espère que ce reportage vous plaira. Si ce n'est pas le cas, ne le dites pas parce que vous allez voir, c'est moi qui l'ai réalisé, donc ça me ferait pas très plaisir. Je vous laisse avec ce petit reportage et on se retrouve juste après. À tout de suite. Montrer qui est Bolloré. Il y a une face cachée et la face cachée, il faut absolument la mettre en évidence. Alors là, je me trouve sur un Zodiac. Il y en a plusieurs qui sont partis avant nous. On est au large du Finistère. C'est le début de la mobilisation contre Vincent Bolloré. Et il y a aussi une mobilisation terrestre tout au long de la journée. C'est une mobilisation qui est organisée par les Soulèvements de la Terre et par le collectif Le Bon Voile. Sur Terre, environ 2000 militants se sont donné rendez-vous au village antifasciste installé à Guiscriff. Et en mer, là, près de 70 navires se sont mobilisés. Certains voiliers sont venus d'assez loin. Ils viennent de La Rochelle quand même. J'ai demandé à Patrick, l'un de mes compagnons de Zodiac, militant du collectif Levez les voiles, quel était l'objectif de cette mobilisation. Montrer qui est Bolloré. Il y a plein de gens qui ont une idée relativement positive de Bolloré. Il y a une super usine à Argué-Gabéric, les salariés sont bien payés, il n'y a pas de mouvements sociaux, donc voilà. En fait, il y a une face cachée. Et la face cachée, il faut absolument la mettre en évidence. Une face cachée documentée, le milliardaire breton met sa fortune au service de ses idées politiques réactionnaires, notamment grâce à son empire médiatique. C'est aussi la proximité de Vincent Bolloré avec l'extrême droite radicale qui inquiète de plus en plus. Pour surveiller son île privée située au large du Finistère, il emploie notamment Marc de Cacré-Valmeunier, un néo-nazi réputé et déjà condamné pour sa violence. On est un certain nombre d'habitants et d'habitantes du Finistère qui avons décidé que c'était impossible de vivre à côté d'un néo-nazi qui protège nos plages et nos espaces communs, avec l'idée de faire une manifestation sur un rassemblement. La manifestation maritime devait se rendre au départ sur l'île de Vincent Bolloré, mais la zone de navigation avoisinante a été interdite aux militants par la préfecture 2 jours plus tôt. Quelques bateaux y sont quand même allés, mais la majorité du cortège s'est finalement dirigée vers la plage du Cap Cause, à proximité d'une autre résidence du milliardaire. C'est là que j'ai rencontré des militantes de la flottille féministe des Soulèvements de la Terre qui ont accosté la veille sur l'île de Vincent Bolloré. Et en fait on est arrivé sur la plage et puis il y avait des super beaux coquillages et vraiment genre il y avait toute la place pour qu'on puisse déployer nos messages, il n'y avait pas les néo-nazis. Après on a compris pourquoi, c'est parce qu'il y avait un panneau comme ça qui disait que les chiens devaient être tenus en laisse. Et du coup on s'est dit que Vincent Bolloré il respectait les panneaux. La mobilisation, qui était joyeuse et pacifique, était largement encadrée par les forces de l'ordre. Notre embarcation, par exemple, a été contrôlée par la gendarmerie maritime. J'ai aussi vu des hélicoptères, des drones et des Zodiacs de la police. Les organisateurs de la mobilisation, eux, n'ont signalé aucune interpellation. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission spécialement consacrée à l'extrême droite. Et dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à Vincent Bolloré. On en a un petit peu parlé finalement dans la première partie. On va un petit peu approfondir cela en s'intéressant plus précisément à ce qui est décrit parfois comme l'empire Bolloré entre ces médias, ces établissements culturels, ces sociétés de publicité également. On va parler de tout cela. Je vois alors une petite question dans le chat parce que qui rebondit sur le reportage que vous avez pu visionner là pendant la petite pause. C'est un reportage que j'ai réalisé il y a quelques semaines lors d'une initiative des Soulèvements de la Terre et d'un autre collectif qui s'appelle Levez les voiles. C'était au large du Finistère. En fait, ils allaient naviguer autour de l'île. Ils faisaient une espèce de manifestation maritime pour dénoncer précisément le fait que l'un des gardes de cette île de Vincent Bolloré
se nomme Marc de Cacré-Valmenier. Marc de Cacré-Valmenier, il est connu dans le milieu de l'extrême droite radicale comme étant quelqu'un de particulièrement violent. Il a même déjà été condamné notamment pour des violences lors du meeting d'Éric Zemmour, des violences commises contre des militants d'SOS Racisme. Je pense que vous avez un petit peu en tête les images de ce moment-là, et donc il y avait eu cette mobilisation à ce moment-là qui visait à condamner la présence de cette personne qui est très clairement un néo-nazi, on va pas se mentir, sur cette île. Et donc je vois qu'il y a une question dans le chat qui j'aurais pas la réponse directe, mais qui demande combien a coûté la protection de son île en argent public, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de présence policière avec des bateaux, des hélicos, il y avait même aussi des personnes présentes sur la terre ferme, puisqu'en fait, pour tout vous dire, les associations qui avaient prévu de naviguer jusqu'à l'île de Bolloré avaient eu une interdiction préfectorale pour cette manifestation, donc finalement ils ne sont pas allés jusqu'à l'île, ou en tout cas certains bateaux y sont allés, mais c'était assez officieux. Et donc, ils sont restés un peu plus loin, et après, ils sont allés sur la terre ferme. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une présence policière très, très importante. Nous, on a été contrôlés même plusieurs fois, et même les journalistes, que ce soit lors de la mobilisation et après, lorsqu'on repartait de Concarneau, puisque tout le monde s'était un petit peu réuni à Concarneau pour commencer à naviguer. Et donc, on a été contrôlés plusieurs fois par la police. Tout s'est plutôt bien terminé, mais c'est vrai qu'il y avait une présence policière très importante, et même le lendemain, parce que le lendemain, il y avait aussi des manifestations organisées autour d'une usine de Vincent Bolloré qui est présente un peu à côté de Concarneau, et donc il y avait aussi là encore une grosse présence policière. Et ce reportage donc, me permet de faire la liaison avec la seconde partie de notre émission, qui va s'intéresser donc à Vincent Bolloré, puisqu'on va parler d'un ouvrage qui, je crois, tu l'as entre les mains, Lucie, qui s'appelle Débordé Bolloré. Tu peux le montrer à la caméra en face de toi. Et toi, Lucie, donc tu as écrit sur ce livre Débordé Bolloré pour Libération, on aura l'occasion d'en parler. Et puis on reçoit aussi l'une des autrices de l'un des chapitres de cet ouvrage, Valentine Robert-Gilabert, qui est avec nous. Merci beaucoup. Alors toi, tu es une ex-avocate, et donc tu as aussi écrit dans ce livre-là, je reprends le titre exact de ton chapitre, qui s'appelle L'Empire Bolloré s'étend à l'édition, la construction d'un leader mondial de la culture, et en fait qui revient assez précisément finalement sur la stratégie de Bolloré et sa façon de faire pour réussir à construire cet empire donc qui est sur le monde de l'édition, dans les médias, sur la pub également. On aura l'occasion d'en parler. C'est des précisions qui sont importantes pour comprendre vraiment comment il a pu agir. Pour commencer à parler de tout ça, j'aimerais bien, Lucie, que toi tu nous expliques un petit peu de quoi il s'agit plus précisément, là, ce livre Débordé Bolloré, et qui sont les personnes qui ont écrit finalement dedans. Donc ce livre, en fait, c'est un livre qui est un peu particulier parce qu'il a été coédité par plus de 120 éditeurs, je crois, au final, dans le dernier décompte qu'on m'a donné. Et en fait, c'est un projet donc, qui s'inscrit dans la campagne qui a un autre nom, c'est pas Désarmer Bolloré. Désarmer Bolloré, c'est ça. Donc avec les soulèvements de la terre et donc avec cette initiative notamment au Glénan. Et donc Désarmer Bolloré, c'était plutôt le versant, on va dire, pour le versant un peu industriel, plus économique. Et en fait, donc Débordé Bolloré, c'est une initiative d'éditeurs indépendants qui ont voulu réagir en fait à la conquête par Bolloré, donc à travers Lagardère de pans de l'édition. Et donc du coup, ils ont voulu réagir à ça et un peu renseigner. Il y a plusieurs aspects dans cet ouvrage. Il y a plusieurs contributions. En fait, il y en a certaines qui, comme celle de Valentine, qui ont vocation un peu à informer sur le monde de l'édition, l'histoire de la concentration du monde de l'édition, sur l'empire de Bolloré, son histoire économiquement, comment ça s'est construit, et d'autres contributions à la fin qui ont plus vocation à être des pistes d'idées pour savoir comment éventuellement combattre tout ça. L'histoire de ce livre, c'est que ces éditeurs indépendants se sont rencontrés donc, à un salon qui s'appelle Offprint, donc d'édition indépendante. Ils ont réfléchi à tout ça. Et ensuite, ce qui est frappant dans ce projet, c'est la rapidité. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en décembre à discuter de tout ça, à solliciter des contributeurs donc, comme Valentine, et à demander aux gens d'écrire donc, leurs contributions en 1 mois ou 2. Et ensuite d'aller très vite pour essayer d'éditer un bouquin qui était prévu pour mai, qui est sorti début juin. Et ce qu'ils m'ont expliqué, parce que j'ai parlé avec donc Théo, qui est l'un des coordinateurs
ce projet, c'est que le monde de l'édition, souvent les livres, ça réagit un peu après coup, et que là, ils ont voulu aller très vite, c'est-à-dire participer aussi donc à cette campagne des armées Bolloré. Et donc, ils ont fait un truc qui est quand même un peu un petit miracle. Et ce qui est intéressant aussi, donc, c'est la dimension collective, c'est-à-dire que ils veulent protester contre la concentration donc, de l'industrie culturelle, du monde de l'édition. Et eux, ils ont été donc, plein de petits acteurs indépendants à se rassembler pour montrer que collectivement, même en étant des petits, ils pouvaient porter une parole et agir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, sur la couverture et dans le livre, partout, il y a des fourmis. Parce que c'est un peu cette image de petites choses qui, mises ensemble, créent une force, quoi. Comment tu t'es retrouvée dans cette aventure, toi, finalement, Valentine? Oui, ma participation au recueil, elle n'était pas vraiment prévue. Ça s'est fait un peu comme ça. En fait, c'est en discutant avec Théo, que je connais par ailleurs, qui m'a dit qu'il y avait ce projet de livre sur Bolloré. Et moi, donc c'était au moment d'Offprint, donc c'était en novembre 2024. Ouais, à l'automne, quoi. Ouais. Et c'était à ce moment-là où il y avait pas mal d'actualités sur l'Arcom, sur les chaînes de Bolloré, donc je suivais pas mal, et donc je lui avais dit je suis super intéressée pour aider, mais je pensais pas du tout faire un texte. En fait, à l'origine, on devait travailler sur une carte qui représentait l'Empire, et moi je devais venir étayer, donner des informations, des dates chronologiques, des repères factuels, tout ça. Et en me lançant dans les recherches, au final, j'ai fini par écrire une contribution, quoi. Ok. Et alors, le but un petit peu sur le fond de ce livre, Lucie, ça s'axe finalement un peu sur deux angles critiques. C'est alors son idéologie et son extrême droitisation, on aura l'occasion d'en parler, et puis aussi, du coup, comme tu le disais, la concentration qu'il opère avec l'acquisition de plein de sociétés dans plein de mondes différents. Oui, en fait, ce qui m'a semblé assez intéressant dans ce livre, c'est que je trouve qu'il comble un peu ce qui est parfois un angle mort du combat contre l'extrême droite et contre Bolloré, qui est que, on le sait maintenant et on le voit beaucoup à travers sa chaîne CNews, que donc c'est un milliardaire catholique conservateur qui défend des idées réactionnaires et qui l'assume assez d'ailleurs. On reviendra sur les commissions d'enquête à l'Assemblée, mais il a eu des prises de position anti-avortement, par exemple, devant les députés. C'est quelque chose qu'il assume, tout en parfois donnant l'impression de moins l'assumer. Mais donc, le fait que Vincent Bolloré sert ces idées-là, c'est devenu une évidence pour tout le monde. En revanche, la dimension, comment, en fait, son activité économique, comment, en tant que milliardaire, il a un peu pris le pouvoir dans tout un pan de l'industrie culturelle et aujourd'hui sur des choses assez inquiétantes parce que ça va concerner les manuels scolaires et que en fait du coup ça concerne plein de pans de la culture et que ça réduit du coup la liberté d'expression en fait parce que derrière tout ça c'est les artistes, les auteurs, les intellectuels. L'angle mort, la plupart du temps, c'est du coup de se concentrer sur ces idées d'extrême droite et de ne pas expliquer qu'en fait, ce qui est problématique chez Bolloré, et c'est ce que ce bouquin essaie de défendre, c'est aussi le système économique qu'il incarne et que, en fait, si demain Bolloré disparaît, d'autres gens pourraient reproduire ce qu'il fait. Et finalement, ce qui est problématique, c'est aussi que ces idées soient d'extrême droite, mais le fait même, en fait, de produire une concentration éditoriale, culturelle, économique, qui, en fait, en soi, un peu peut conduire potentiellement vers le fascisme, parce qu'en fait, réduire la liberté d'expression, les marges de manœuvre des uns et des autres, c'est un problème en soi. Donc, ce bouquin, il essaie vraiment de mettre un peu au jour ça à travers les contributions et du coup le terme déborder Bolloré il est un peu entendu, c'est ce qu'ils disent en introduction, à double sens. Ça veut dire à la fois donc essayer de submerger Bolloré, donc un peu de le combattre, mais c'est aussi déborder Bolloré dans le sens aller au-delà de la figure, aller au-delà du nom qui est devenu un peu un slogan qui incarne ce qu'on n'aime pas, les fachos, c'est news, tout ça, et qu'est-ce qu'il y a derrière l'homme, derrière le nom, le système, voilà. Et c'est en ça que le livre est assez original et intéressant, je pense, à lire. Et d'ailleurs, ce qui est, en tout cas moi, ce qui m'a
marqué, notamment dans le chapitre de toi, Valentine, c'est vrai que le degré de précision de la documentation, parce qu'on parle souvent, en effet, de l'Empire Bolloré, mais sans vraiment trop comprendre, en fait, comment il en est arrivé là. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce livre. D'ailleurs, je vais te poser cette question, Valentine, une question un petit peu technique. Parce que c'est vrai que ton chapitre commence en parlant de quelque chose qui est très technique, qui parle d'offre publique d'achat, une OPA. Alors, si on est comme dans mon cas, on ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait lorsqu'on voit une OPA, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu parles d'OPA d'entrée de jeu dans ton chapitre pour nous aider à comprendre aussi la prétention finalement de ton chapitre, Valentine? Oui, en fait, une OPA, c'est une opération par laquelle une société va prendre le contrôle de notre société en rachetant les titres, enfin les parts sociales, les actions de la société. Et c'est en lançant une OPA que le groupe Bolloré, enfin Vivendi, par sa filiale Vivendi, a racheté le groupe Lagardère, qui était un empire médiatique avec Paris Match, le JDD, tous les relais. Et en fait, c'était pour bien expliquer les opérations juridiques qu'il fait, sachant que l'OPA est réglementée. Elle est obligatoire quand, quand on rentre dans une société, on rentre dans une société soit parce qu'on la crée, soit parce qu'on rachète des parts sociales. Et quand on arrive à plus de 30% du capital, la loi impose de lancer une offre publique d'achat, donc de rendre publique l'opération. Et en fait, ça vise à éviter les prises de contrôle qui sont rampantes, c'est-à-dire on reste en dessous d'un seuil de 30%, on exerce une influence parce qu'on a accès aux assemblées générales de la société, tout ça. Et donc, à partir de 30%, voilà, on doit faire cette acquisition publique, quoi. Enfin, cette offre, en tout cas. Mais qui peut être rejetée, par exemple ou... En fait, ça dépend. C'est si les actionnaire acceptent de vendre leur action. Généralement, c'est le cas puisque en fait, l'OPA est très coûteuse, enfin est coûteuse parce que c'est des prix qui sont intéressants, quoi, majorés. Enfin, ça serait compliqué d'expliquer ça, mais en tout cas, c'est des prix attractifs, quoi. Donc, mais ce que tu expliques, qui m'a semblé intéressant, c'est que tu expliques ces opérations d'OPA un peu successives que Bolloré fait dans différents secteurs et dans différentes entreprises. Et en fait, tu mets au jour une sorte de méthode qui consiste à ce qu'il avance caché au départ et qu'en fait, il rachète pas tout de suite la majorité des parts. Oui, souvent quand il rentre dans une société, pas dans toutes, mais souvent, il rentre soit par l'intermédiaire de plusieurs de ses filiales, il arrive à constituer un petit capital, et puis après, il monte dans le capital. Et en fait, des fois, et c'est ça qui était aussi intéressant, j'aimais bien fixer dans le texte ce point de 30%, c'était que, par exemple, pour sa filiale Vivendi, Vivendi, c'était une société de contenu qui existait déjà avant Bolloré. En fait, il est rentré dans le capital de Vivendi en cédant 2 chaînes qu'il avait. Et en fait, il est rentré, donc il a cédé ces 2 chaînes et il a eu 1,8% du capital. Et il est monté progressivement et il n'a jamais dépassé les 30%. Et il a fait, malgré ça, de Vivendi sa filiale leader de la culture. Donc pour résumer, en gros, ce que tu mets au jour un peu en racontant cette histoire successive, c'est la façon dont, quelque part, il arrive à prendre le contrôle en tant qu'actionnaire de société sans dépasser ce seuil de 30% forcément, ou en le dépassant à un moment donné où c'est déjà quelque part trop tard, en fait. C'est ça. Voilà. Pour poursuivre les discussions, juste un tout petit point technique, est-ce que vous pourriez toutes les deux dévisser ce petit truc-là pour abaisser votre micro? En fait, je remarque qu'il est un peu trop haut. Moi, je peux pas plus, je crois. Toi, t'es peut-être au plus bas. C'est peut-être surtout Lucie. Voilà. Ok. Parfait, voilà. Désolé pour ce petit point technique. Nous pouvons continuer avec une remarque du chat de Lefels qui nous dit: désolé, je rattrape en cours de route, mais si on s'arrête à l'empire médiatique de Bolloré, sans parler de son exploitation des ports et des terres d'Afrique, on reste en surface. Alors du coup, c'est mal tombé. Pourquoi? Parce qu'on en parle dans ce livre, et notamment de quelque chose, Lucie, qu'on trouvait très intéressant, c'est aussi sur l'empreinte, la volonté de colonialisme culturel de Vincent Bolloré en Afrique. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et du coup aussi, en effet, faire un petit rappel sur le fait que Vincent Bolloré, c'est pas juste un empire médiatique, c'est aussi une emprise économique en Afrique. Oui. Alors,
ça, donc, c'est un chapitre du livre qui est consacré à ça d'Antoine Pecker, il me semble, qui est concentré, qui s'appelle Le Laboratoire africain. Et donc, voilà, c'est celui-là. Et qui est consacré en fait à quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, qui est les activités dans l'industrie culturelle en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'ici, ce qu'on connaissait de Bolloré en Afrique, c'était ces activités plutôt donc industrielles, donc les ports, sachant que ça, c'est en fait en grande partie, il l'a revendu en 2022, donc il n'a plus cette activité-là, et il l'a précisément revendu pour pouvoir s'investir davantage dans l'industrie culturelle en Afrique, à travers donc notamment Canal+. Et donc je ne sais plus exactement le nom, mais c'est aussi le même groupe que la salle Olympia, donc il a à Paris, et notamment à travers le groupe Universal, parce qu'il détient aussi donc, des parts via pareil, une filiale dans le groupe Universal. Et donc ça, en fait, moi, en tout cas, c'était quelque chose que je connaissais moins. C'est-à-dire que pour moi, donc Bolloré, il était investi dans les médias et dans l'industrie culturelle en France. Mais pour moi, en Afrique, on parlait beaucoup de... Parce que c'est vrai qu'il a essayé plein de chantiers en Afrique, notamment sur le rail, sur l'énergie. Il avait cette activité portuaire. Donc, on parlait beaucoup de ça. Il y a eu pas mal de scandales autour de tout ça. Mais finalement, la nouveauté, c'est qu'en fait, depuis 2022, il s'investit beaucoup plus dans l'industrie culturelle, avec des choses qui sont assez frappantes. C'est cité dans le chapitre, parce qu'il a notamment des chroniqueurs enfin là, c'est une chroniqueuse de CNews qui tient des propos en disant il faut recoloniser économiquement l'Afrique. Et en fait, du coup, Antoine Pecker, dans ce chapitre, il raconte comment, à travers donc Canal+ en Afrique, qui est du coup, je crois, un des premiers groupes audiovisuels, et en distribuant des contenus comme des séries, du sport, du cinéma, à travers des salles de cinéma, des salles de concert, et aussi donc avec Universal, donc dans l'industrie musicale, en fait, il commence à s'immiscer en fait dans la vie culturelle du coup sur le continent et notamment auprès du public francophone. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, et ce qui est relevé, c'est que les artistes, certains ont un esprit critique vis-à-vis de ça, donc sur le continent, et puis d'autres, pas forcément, parce que c'est vrai qu'il apporte des fonds. Parfois, il est vu comme quelqu'un qui, du coup, finance la culture en Afrique, des infrastructures et tout ça. Mais c'est du contenu assez mainstream, donc évidemment pas du tout de la culture qui va un peu remettre en cause les choses existantes, et surtout parfois au service en fait de chefs d'État autoritaires. Et donc ça, je conseille vraiment aux gens de lire ce chapitre, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on connaît peu, et le terme de laboratoire est employé parce que en fait on a l'impression que quand on se focus comme ça sur ces activités en Afrique, on voit un peu en fait la façon dont il procède, notamment en Afrique, il avance un peu masqué, il n'est pas dans un discours idéologique comme en France, mais il finance des artistes et des infrastructures et culturelles, et donc du coup, après, il rend tout un secteur dépendant, et quelque part, du coup, à terme, ça risque de museler la liberté d'expression, l'autonomie des peuples, ce genre de choses, quoi. Quand tu parles des choses assez étonnantes, ou en tout cas qu'on ne sait pas toujours quand on s'intéresse à Vincent Bolloré, ça me fait aussi penser, et pour revenir en France à ton début de chapitre, Valentine, où tu reviens un petit peu sur les débuts de Vincent Bolloré. Alors il y a deux choses là-dessus que je trouve intéressantes. L'une plutôt anecdotique, c'est sur le début de Vincent Bolloré, homme d'affaires, on ne le sait pas toujours, mais commence finalement sa carrière de businessman avec les feuilles OCB. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit mot là-dessus ? Oui, alors en fait, c'était en 1981, c'est Vincent Bolloré et son frère qui ont repris l'entreprise familiale qui était une papeterie spécialisée dans le papier ultra fin, donc le papier à cigarette OCB, donc le B c'est le B de Bolloré. Et vous le saurez désormais quand vous fumerez vos cigarettes avec le papier OCB. Et en fait, l'entreprise familiale était en grosse difficulté financière, et donc il a redressé la société, et en fait il a spécialisé dans le plastique ultra fin, puis après il a développé en groupe d'activités industrielles diverses. Donc il y avait
logistique pétrolière, le fuel, des concessions portuaires, plein d'activités. Et c'est après, en fait, qu'il a commencé à rentrer dans le secteur médiatique. Et il y entre assez rapidement, parce que ça aussi, j'ai l'impression qu'on l'ignore aussi, mais en fait, ce que tu expliques, c'est que dès 1998, avec Bouygues, il veut rapidement investir les médias, puisque lui, quand il veut une part dans Bouygues, il insiste pour que TF1 ait une importance particulière. Oui, voilà. Ce qui n'est pas souvent dit, c'est que, on parle souvent de Bolloré quand il a eu Havas, quand Vivendi, mais en fait, son intérêt pour les médias a commencé très tôt, donc en 1998, où il a donc essayé de prendre le contrôle du groupe Bouygues, qui est propriétaire de la chaîne TF1, et donc il est monté, il me semble, à 12% du capital, et en fait, il n'a pas pu faire d'OPA, d'offre publique d'achat, parce que ça coûtait trop cher et qu'il y avait beaucoup de personnes qui convoitaient aussi le groupe. Donc en fait, il a cédé sa part à François Pinault. Mais il a quand même fait une plus-value énorme, 200 millions de francs, avec laquelle il est parti sur le groupe Pathé. Oui, c'est ce que tu expliques aussi, c'est que ça fait partie de sa stratégie aussi à Bolloré d'acquérir des parts pour ensuite faire une plus-value, et finalement ça fait un espèce d'effet boule de neige, c'est qu'il grossit et il peut ensuite faire grossir ses parts et aller après dans d'autres groupes à droite à gauche, quoi. Il y avait aussi là quand on parle des médias, ça me fait penser quand même aussi à la suite et au moment un petit peu de bascule dont il est aussi un petit peu question dans ce chapitre-là, mais c'est l'épisode avec iTélé devenu CNews. On en a un tout petit peu parlé dans la partie précédente avec Pierre et Maxime, mais est-ce que c'est un petit peu à ce moment-là qu'opère une bascule de la part en tout cas du rapport de Vincent Bolloré avec les médias, Lucie? Oui, alors pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a et puis nous c'est point de vue de journaliste un peu de l'intérieur, mais il y a une bascule en 2016, il me semble, parce que avant, donc 2016 pour vous resituer, donc c'est novembre 2016. En fait, Vincent Bolloré démantèle iTélé et à la place, il va créer donc CNews que vous connaissez tous aujourd'hui. Et donc à cette époque-là, ce qui est vraiment un tournant, c'est que donc il y a une grève très importante à ce moment-là des journalistes d'iTélé, parce que en fait sa méthode, ça a été quelque part, et après il l'a reproduit à Europe 1 et surtout au JDD, qui sont aussi des médias qu'il a récupérés, qu'il a un peu vidés de ses journalistes pour ensuite en faire ce qu'il voulait. À iTélé, en fait, il braque la rédaction, notamment autour de Jean-Marc Morandini, qui du coup est visé par une plainte pour détournement de mineurs. Et en fait, en ne le suspendant pas de l'antenne, en le maintenant, il provoque donc la rédaction qui se met en grève. Il y a une grève qui dure et en fait ça lui permet au bout d'un moment de laisser le choix aux journalistes, soit de partir, soit de rester. Et en fait une grande partie de la rédaction part. Ce qui est particulier pendant cette grève, c'est qu'elle dure longtemps, elle est médiatisée, mais le pouvoir politique de l'époque, à savoir François Hollande, ne bouge pas. Il y a plein de mises en demeure donc à l'époque du CSA, enfin l'ancêtre de l'Arcom. Il y a des préconisations qui sont formulées. On dit qu'il y a un problème dans la rédaction parce qu'il n'y a pas de comité d'éthique. On met en avant le fait que les journalistes ne peuvent pas travailler de façon indépendante. Enfin, qu'il y a plein de manquements en fait à des règles qui normalement doivent être respectées. Sauf que ce qui se passe, c'est que malgré toutes ces mises en demeure, il ne se passe rien. La rédaction est vidée de ses journalistes en grande partie. Et donc, il crée CNews à la place. Et en fait, ça a créé un précédent parce qu'après ça, donc, il a reproduit un peu la même chose quand il a pris le contrôle du JDD et avant ça d'Europe 1. Et aussi, ce qui est intéressant avec cette époque de 2016, c'est que donc déjà, ça marque sa volonté un peu autoritaire quand il prend le contrôle d'un média, qu'on n'avait pas vu jusque-là, parce que bien sûr que ça existe des actionnaires dans les médias qui veulent un peu prendre le contrôle, on a vu ça avant, mais là, ça a été fait de façon très autoritaire et très violente vis-à-vis des salariés. Donc ça a ouvert un peu un précédent, une méthode qui maintenant peut être pareil reproduite par d'autres personnes qui posséderaient des médias.
Et aussi, 2016, ça marque donc la création de CNews, donc aussi la politisation finalement de Vincent Bolloré dans la prise de contrôle des médias. Parce qu'en fait, avant ça, il a des médias, mais finalement, il n'en fait pas quelque chose de très politique au service d'une idéologie. Il fréquente des hommes politiques, Vincent Bolloré, mais c'est plus... il y a cette histoire célèbre où Nicolas Sarkozy, quand il est élu, on le retrouve sur son yacht. Donc, il fréquente les puissants, mais en fait, c'est plutôt une façon pour lui de servir ses intérêts économiques. C'est-à-dire qu'on sait aussi, il y a eu une enquête là, du média Off Investigation qui a parlé de comment, quand François Hollande était à l'Élysée, François Hollande, selon Off Investigation, aurait aidé Vincent Bolloré en fait, à prendre le contrôle de Canal+. Donc, il avait des relations avec les hommes politiques de droite, voire de gauche, mais qui étaient au service de son industrie, ce qui est assez classique finalement pour les milliardaires. Et la bascule, du coup, c'est à partir de 2016 où là, lui-même, on a le sentiment qu'il commence à faire de la politique, à servir une idéologie et à créer un média, CNews, qui a une ligne éditoriale pour le coup très assumée et qui est au service d'idées réactionnaires. Est-ce qu'on sait ce qui anime finalement Vincent Bolloré dans l'acquisition de différents médias et aussi d'autres choses, on en parlera aussi après, mais ce qui l'anime entre une volonté du coup politique, idéologique et donc d'influence ou une simple volonté de businessman de dire finalement je fais grandir mon business en prenant des parts, en ayant plus de médias, ça me rapportera plus d'argent. Est-ce qu'on sait ce qui le guide un petit peu dans sa volonté d'expansion ? Ça a été la grande ambiguïté pendant assez longtemps et je crois que cette ambiguïté a été un tout petit peu levée, même si elle peut exister toujours, mais en 2022. En fait, on se demande toujours, est-ce que Vincent Bolloré fait de la politique pour servir ses intérêts économiques ou finalement, est-ce qu'il se construit un empire économique au service d'une idéologie? C'est un peu, voilà. En 2022, il a commencé à y avoir pas mal d'enquêtes de journalistes dans le contexte de la campagne présidentielle sur Vincent Bolloré, notamment une enquête du Monde qui a révélé quand même son rapport à la foi catholique, qui avait quelque chose de vraiment prosélyte, voire sa vision des choses qui est de l'ordre de la bataille culturelle, religieuse, ce qui certains autour de lui peuvent qualifier de bataille de civilisation, son rapport à la foi, tout ça. Et donc depuis, en plus avec la création d'émissions sur CNews comme Enquête d'esprit, qui est une émission vraiment religieuse, quoi, et qui fait du prosélytisme à l'antenne. Aujourd'hui, ça paraît assez clair. Et d'ailleurs, il y a eu 2 commissions d'enquête devant lesquelles Vincent Bolloré a été convoqué. Une au Sénat en 2022, justement, et une en 2024, début 2024, à l'Assemblée. Et donc, dans ce livre, toutes les citations de Vincent Bolloré, en fait, sont issues de ces commissions d'enquête parce que c'est un peu le seul moment où le grand public, les journalistes, ont accès à sa prise de parole interrogée par les parlementaires. Et donc, dans la 2e commission d'enquête, il a notamment, donc je l'ai dit tout à l'heure, assumé des positions anti-avortement. Donc, finalement, à mesure que le temps avance, il s'en cache de moins en moins. Et donc, après, sur la question de savoir est-ce qu'il défend un candidat en particulier, il y a un truc qui est un peu intéressant à connaître, c'est que Vincent Bolloré a toujours été assez hostile à Marine Le Pen parce qu'il trouve que économiquement elle est pas assez libérale et aussi parce qu'il la juge finalement pas assez bonne pour conquérir le pouvoir. Et c'est ce qu'on a vu donc pendant la campagne de 2022 où des journalistes ont rapporté des colères de Marine Le Pen quand elle allait à CNews où elle estimait qu'elle n'était pas du tout assez bien traitée parce que le candidat de CNews et des médias de Bolloré, c'était Éric Zemmour qui lui incarne beaucoup plus la ligne qu'il voulait porter. Et aujourd'hui, ça m'est arrivé récemment d'ailleurs de questionner des députés RN là-dessus. Le clan autour de Marine Le Pen, ou ce qui au sein du RN représente un peu la ligne Le Pen, ils ont toujours un rapport à Bolloré qui est compliqué parce que ce n'est pas leur candidate. D'ailleurs, lui se satisfait beaucoup plus d'un Jordan Bardella si c'était lui le candidat parce qu'il est sur une ligne plus libérale, et d'un Bruno Retailleau. Et donc, je vais finir là-dessus. Bruno Retailleau, donc le ministre de l'Intérieur, donc, était dans une campagne interne pour emporter la tête des Républicains. Et donc, la chose est montée parce qu'il s'est déclaré donc, en début février, je crois. Et l'élection a eu lieu donc, là en mai.
Et en fait, il y a eu une campagne massive des médias, de beaucoup de médias d'extrême droite, mais surtout des médias de Bolloré, pour défendre Bruno Retailleau, le mettre en avant. Et en fait, c'était clairement leur candidat. Et par exemple, Laurent Wauquiez n'a jamais réussi du coup à se faire, à se faire défendre par les médias de Bolloré. Et donc vraiment, ça, si on veut un peu mesurer son impact dans le débat politique, clairement, il a des candidats, il les défend, et parfois, dans le cas de Bruno Retailleau, ça a eu un réel effet. Voilà. Pour en revenir à l'expansion médiatique, publicitaire et culturelle de l'Empire Bolloré, toi, Valentine, tu documentes aussi dans ton chapitre le fait qu'il a aussi investi à l'étranger, finalement, avec l'Italie et le Brésil, par exemple. Ça, pareil, on ne le sait pas toujours. Oui. Mais je peux rebondir bien sûr. Je voulais juste rebondir parce que du coup, là, tu dis la date 2016 où il se passe quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est quand il est rentré dans Vivendi, donc en 2012, il a progressé extrêmement vite. Donc c'est intéressant quand même de garder ça en tête. Il est rentré en septembre 2012, où il avait que 1,8% du capital. Et un mois plus tard, il devenait le principal actionnaire. Et un an après, donc septembre 2013, il était vice-président du conseil de surveillance. Et donc, il a pris la tête de la direction, où il était officiellement président en juin 2014. Et c'est à partir de cette date où il a voulu créer le nouveau Vivendi, recentré sur les contenus. Et c'est là où il a fait la reprise en main du groupe Canal+. Et c'est là où du coup, il y a eu sa reprise en main d'e-télé. Je trouve ça intéressant quand même de le resituer parce que c'est quand même... par son intervention, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'avant iTélé, il y a eu, du coup, en fait, la reprise en main des Guignols de l'info, qui est quand même un truc important. C'était juste avant, je crois que c'était en 2015. Les programmes humoristiques, les programmes d'investigation, tout ça. Tout ce qu'on appelait l'esprit canal, c'est vrai qu'on n'en parle plus parce que ça semble un peu lointain maintenant, ça fait 10 ans. Ouais. Mais du coup, il y a eu aussi tout ça, tout ce qu'on appelait l'esprit canal, toutes ces émissions, et notamment les Guignols, qui ont été arrêtées à ce moment-là. Ouais. Et donc sur les investissements également à l'étranger. Oui, à l'étranger. Alors, en Italie, Vincent Bolloré avait pour intention de construire un empire médiatique aussi là-bas. Il est devenu le premier actionnaire de Telecom Italia, donc le leader des télécoms en Italie. Puis ensuite, il est rentré dans Mediaset, qui est donc l'importante chaîne italienne de l'Italie. Il était le deuxième actionnaire, donc juste après Silvio Berlusconi. Et en fait, c'est l'organisme Arcom italien qui a stoppé son avancée. Il enfreignait les lois italiennes en se positionnant de manière dominante à la fois sur les télécoms et les médias. Il a dû se retirer du coup de la chaîne, quoi. Mais du coup, voilà, il avait des intentions donc en Italie. Et puis, par Vivendi, il est aussi dans le filiale d'autres sociétés. Il est dans Media4 Europe, qui est la télévision et production audiovisuelle en Europe. Il est dans Prisa, qui est le leader des médias en Espagne. Et aussi Telefonica, qui est télécommunication en Espagne et au Brésil. Donc, est-ce que tu peux un tout petit peu rapprocher le micro de toi et incliner un tout petit peu le micro comme ça? Tu peux juste directement comme ça. Oui, comme ça. Voilà, parfait, Okay. super. Alors, ce que je comprends aussi, moi, là, quand tu décris tout ça, Valentine, et ce qu'on comprend aussi dans le livre, c'est en effet, on a déjà un petit peu parlé, mais cette volonté d'hyper-concentration des activités qui pourrait presque fonctionner comme un circuit fermé, finalement, au sein de l'Empire Bolloré, entre, donc, on le disait, les médias, la publicité, la culture et l'édition aussi maintenant. Et par exemple, il y a un exemple que je trouve intéressant dans ton chapitre, Valentine, c'est ce qu'a fait Bolloré en 2019 en faisant racheter sa filiale Havas par sa filiale Vivendi. Et c'était à ce moment-là une union inédite entre médias et publicité. Oui. En fait, c'est donc dans son nouveau Vivendi, un des 4 objectifs qu'il avait fixés, c'était la coopération entre ses filiales. Et du coup, donc, dans le groupe Bolloré, il y avait la filiale Havas, la filiale Vivendi, et donc Vivendi a avalé Havas. Et donc, du coup, on avait la réunion de pub et contenu dans la même société. Donc ça, c'était une opération inédite. Et en fait, ça lui permet de mieux cibler les contenus publicitaires et de faire circuler les données entre tous les contenus et pour mieux alimenter son agence publicitaire. Il avait fait ça aussi avant en partageant les données entre Universal Music et Havas. Et donc, en fait, il joue de partenariat aussi pour se renforcer et être un acteur un peu unique dans le paysage
médiatique. Est-ce que Oui, t'expliques Oui, pardon, ouais. vas-y. Oui, il y a un moment donné, je crois qu'il est cité devant la, je sais plus si c'est dans ton chapitre, mais il est cité devant la si, peut-être. Il est cité devant la commission d'enquête parlementaire. Et il explique, il parle de l'édition et il dit, mais en fait, offrir à un auteur un débouché pour son livre sous forme de série télé, de film, etc., en fait, c'est ce que va permettre mon groupe, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est une façon de dire, les auteurs, en fait, on va leur permettre d'avoir un débouché clé en main sur toute la chaîne de l'industrie culturelle, quoi. Et parce que notamment dans le monde de l'édition, ce qui semble être un peu son rêve, c'était notamment de faire un gros géant en alliant Editis et Hachette Livre. Ça, tu en parles aussi dans ton chapitre, je crois, Valentine. Oui. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Bolloré, par Vivendi, est rentré dans le capital d'Editis en juillet 2018. Et 6 mois après, il avait 100% de Editis. Et donc Editis, c'est la deuxième groupe éditorial en France. Et à peine un peu plus d'un an après, en avril 2020, il se lance sur le groupe Lagardère, qui détient donc Hachette Livre, qui est lui le premier groupe français et le 3e mondial. Et donc son but, c'était, s'il n'avait pas été limité, il voulait donc fusionner les deux, avoir donc le numéro 1 et le numéro 2 des groupes d'édition. Et donc ça représentait 52% du top 100 des ventes en France, 78% de la littérature générale et 74% du domaine scolaire. Donc en fait, il n'a pas pu, parce qu'en fait, ce type d'opération est contrôlé par la Commission européenne qui vient vérifier les concentrations d'entreprises dans l'Union européenne. Il a dû se séparer d'Editis, qui est chez Daniel Kretinsky. Comment est-ce qu'il a fait son apparition dans le monde de l'édition, Bolloré ? Est-ce que là, on peut comprendre aussi quelles sont ses intentions ? Parce que je demande ça parce que aussi quand on entend Bolloré en commission d'enquête, quand il doit se justifier aussi de sa volonté d'expansion dans les médias, c'est parce que lui, il le justifie aussi en disant, en fait, c'est un secteur hyper rentable, c'est même le 2e secteur le plus rentable au monde derrière le luxe. Donc voilà, il peut le justifier ainsi s'il le veut. Est-ce que dans l'édition, il est visiblement animé par la même chose ou est-ce qu'on peut penser qu'il y a d'autres choses qui le motivent ? Alors moi, quand j'ai fait mes recherches, je me basais sur les communiqués de presse qui étaient publiés par Vivendi à chaque opération, et c'était assez intéressant de suivre qu'est-ce qui était dit dans les communiqués de presse et à quel moment intervenaient les modifications. Et en fait, dès 2014, l'objectif, c'était de construire un groupe européen d'envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Quand il a acheté Editis, il a dit que ça s'inscrivait dans la logique de la construction de ce groupe. Et quand il a fini de racheter Hachette, là, il s'est proclamé, le groupe Bolloré a proclamé sa filiale leader mondial de la culture. Et il y avait un point qui était important, qui était souligné dans le communiqué de presse, c'était que par Hachette, en fait, il visait l'international, de pouvoir développer ses activités internationales, et que c'était ça, devenir le leader mondial de la culture. Dans les derniers chapitres du livre, il est aussi question de la façon dont on peut résister, contrer Vincent Bolloré. Quelles sont les pistes de solutions qui sont un petit peu amenées, Lucie ? Oui, donc la deuxième partie du livre, après la première partie qui est concentrée sur l'information, elle est plus sur les pistes de solutions. Et c'est vrai que autant la première partie est donc extrêmement solide pour renseigner les choses, c'est vrai que la deuxième partie, on sent que c'est un peu plus compliqué, qu'on n'a pas encore vraiment trouvé forcément des idées miracles, et aussi qu'on n'est plus sur des choses qui font éventuellement débat. Et d'ailleurs, du coup, en discutant donc avec le collectif de ce projet, apparemment, du coup, les derniers chapitres qui abordent les solutions font beaucoup plus débat entre les divers personnes qui ont participé à ce projet, parce que on est en fait au début et on ne sait pas trop comment agir. Une des pistes qui est évoquée notamment dans le chapitre qui est signé par les Soulèvements de la Terre, ça appelle en fait à du coup désarmer aussi Bolloré dans le monde de la culture et de l'édition. Donc il y a des appels au boycott, voire au sabotage de relais.
donc les kiosques à journaux que maintenant ils possèdent. Donc il y a des idées, il propose de saboter des relais, de saboter des endroits de distribution de livres et voire peut-être de détruire ou de détruire des livres. Et en fait, c'est vrai que cette question du sabotage et surtout cette question du boycott, elle fait un peu plus débat parce que aussi, comme ces opérations sont allées assez vite et que la chaîne du livre est complexe, et d'ailleurs donc, dans les premiers chapitres, il y a aussi des chapitres très intéressants qui racontent donc la concentration dans le monde du livre et toute cette chaîne du livre et comment aujourd'hui, en fait, elle ne permet plus à un très grand nombre d'auteurs et d'éditeurs de s'exprimer et elle est concentrée autour d'une économie un peu autour des best-sellers et d'une circulation de plus en plus rapide des livres en dehors des best-sellers et donc il reste très peu de temps en librairie, les auteurs sont très peu rémunérés et il y a des chiffres en disant qu'il y a de moins en moins de nouveaux auteurs publiés. Le problème, c'est que du coup, cette chaîne du livre, elle est complexe, les rachats ont été assez rapides, et donc aujourd'hui, cette question de boycotter et de nuire, par exemple, à des ouvrages derrière lesquels il y a des auteurs et des éditeurs, en fait, elle est un peu controversée parce que finalement, que ce soit certains acteurs du monde de l'édition ou certains auteurs, ils n'ont pas forcément les marges de manœuvre pour sortir d'un catalogue ou ce genre de choses, quoi. Et il y a aussi parmi ces auteurs des gens qui défendent des choses extrêmement intéressantes. Donc on voit que cette question du boycott, elle fait assez débat. Et du coup, justement, on en parlait avant avec toi, Valentine. Toi, tu disais que à tes yeux, du coup, la piste intéressante du combat, c'était justement ce que tu as fait dans ce chapitre, c'est-à-dire un peu essayer d'informer les gens et d'éclairer toutes ces choses, notamment sur le volet économique qu'on ne sait pas et qu'en fait, déjà, en soi, essayer de rendre accessibles toutes ces informations, c'était... Oui, c'était de resituer chaque acquisition, chaque opération... pas les isoler comme elles sont traitées comme un fait d'actualité, mais voilà, de les mettre bout à bout. Et c'est assez impressionnant comme temporalité, quoi. Et donc ça permet aussi de prendre conscience de ses intentions et la vitesse à laquelle il va. Et moi, j'aime bien cette idée de surveillance et de l'Empire Bolloré. Et donc, on travaille actuellement donc, avec les comités qui ont organisé le livre et aussi des développeurs sur la mise en place d'une carte qui serait du coup active et dynamique pour visualiser donc pas en temps réel mais je veux dire tenir à jour l'expansion de l'empire, les ramifications avec des données et ça on pourrait potentiellement le croiser avec d'autres cartographies qui ont été faites dans d'autres secteurs. Il y a une carte qui est sortie, par exemple, des syndicats des musiques actuelles. Il y a aussi la carte dans le monde de l'édition. Et de croiser toutes ces cartographies pour en faire en fait un outil à disposition pour s'informer, surveiller. Et y compris pour, j'imagine aussi, les artistes, les auteurs, parce qu'en fait, quand tu es un artiste, un auteur, et que tu te retrouves à signer un contrat, tu n'as pas forcément accès à toute cette information. En plus, il y a cette technique où c'est des ramifications, où parfois tu penses que c'est des petits acteurs indépendants, et en fait, ils appartiennent à un grand groupe, et où en fait, tu n'es pas forcément informé de là où tu vas, là où tu signes. Quoi. Donc, moi j'ai appris très récemment, par exemple, que l'Olympia était lié à Vincent Bolloré, que j'ignorais jusqu'à très peu de temps. Est-ce que tu peux nous montrer, Lucie, une dernière fois, l'ouvrage Débordé Bolloré que vous pouvez vous procurer en librairie ou que vous pouvez commander sur Internet, en tout cas vous vous renseignez, vous saurez faire, bien sûr. Merci beaucoup, Lucie, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous pour nous parler de cet ouvrage Débordé Bolloré.